Est-ce que je veux donner mon avis ? Pas vraiment, mais je suis quand même là pour ça. Il y a une énergie qu'elle amène que j'ai trouvée assez géniale, et surtout quand il fait froid dehors. Si ce film était une voiture, on ne la mettra pas en vente. Moi, ça m'a ému ce dialogue, c'est vraiment. Évidemment, allez voir le film, mangez du fromage. Pensez au 7 Parnassien, pas forcément pour la salle, mais pour le comté en tout cas. Pourtant, j'ai pas grand chose en commun avec un orthodoxe puritain du fin fond de la Russie. Je voulais pas retrouver Vincent Cassel. Alors déjà, jamais. Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans ce nouvel épisode, tout le monde se cherche un ailleurs, les femmes au balcon de Noémie Merlan, qui fantasment sur leurs voisins mais sont moins éprises de lui que de liberté. Le jeune héros de Vindieu dans le premier long métrage de Louise Courvoisier qui rêve de fabriquer le meilleur comté de la région pour échapper à sa condition. Ou encore Syntex, l'auteur aviateur qui sillonne la cordillère des Andes dans le biopic, libre justement, que Pablo Agüero lui consacre. Et que dire de l'adolescente de Noël à Millers Point qui fugue le soir du réveillon devant la caméra de Tyler Taormina. Aujourd'hui, nous fuirons à ses côtés pour nous intéresser au cinéma indépendant US et questionner son renouveau, mirage ou réalité. Enfin, le concret et le mystique sont aussi au cœur de l'œuvre d'Andrei Tarkovsky, auquel Valentin accordera sa carte blanche en fin d'émission. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonsoir à toute l'équipe des Perchés. Alors ce soir, on est très nombreux autour de cette grande table. Yuri, tu es toujours scénariste et compositeur de musique de film. Absolument, bonsoir. Rita, tu éternues et tu es toujours derrière Seize the Movie, le compte Bonsoir. Instagram, YouTube, TikTok. Romane, tu es scénariste et chargée de développement dans la production. Valentin, tu es journaliste indépendant. Pour l'instant, bonsoir. Bonsoir. Imen, tu es toi aussi scénariste et réalisatrice. Alban, tu es docteur en histoire du cinéma. Et Laurent, tu es toujours le sugar daddy de l'émission. Merci à toi et merci à l'Entrepôt aussi, qui nous accueille toutes les semaines, notre autre sugar daddy, le cinéma l'Entrepôt, dans le 14e. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, me plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Alors cette semaine dans le courrier des auditeurs, c'est nous qui vous faisons des petites annonces parce qu'on a pas mal de choses à vous dire. La première, c'est que pendant Noël, on va faire une émission de Noël qui sera une longue émission avec nos tops et nos flops de l'année 2024. Donc voilà, on aura l'occasion de discuter de ce qui nous a marqué cette année. Et puis il y aura une autre émission de Noël qui sera le premier épisode d'un nouveau format dont on a enregistré le premier épisode et on espère qu'il y en aura bien d'autres, qui s'appelle On tend la perche à. Cette fois-ci, on a tendu la perche à Tiffaine Davio, qui est donc une comédienne, et on a discuté avec elle des films et séries qui l'ont marqué, pas du tout seulement en 2024, qui l'ont marqué au long de sa filmographie, et c'est donc un format qu'on espère refaire à nouveau avec plein d'autres invités. Et la troisième annonce, oui. Avant de passer à cette autre annonce, il y aura d'autres contenus spécialement pendant les fêtes, comme un calendrier de l'Avent jusqu'à notre retour tant attendu en 2025, puisqu'on va rediffuser sur notre stream, je sais pas comment on dit, sur notre feed de podcast, comme disent les jeunes, tous les débats et les focus qu'on a eu depuis le début de la saison, parce que vous avez été de plus en plus nombreux et nombreux à nous écouter au fur et à mesure des semaines, et du coup peut-être que vous n'avez pas entendu tous les débats qu'on a fait, et certains sont encore intéressants, d'actualité, certains n'ont carrément même pas été encore diffusés. Il y a des inédits. Il y a des inédits, et il y a également une interview de Karim Aynouz qui va être réalisée et qu'on diffusera également pendant les fêtes. Donc il y aura de quoi écouter des trucs dans votre salon pour vous réfugier de votre famille après un réveillon. Voilà. Mais écoute, voilà, et puis ensuite, on vous donne rendez-vous à la rentrée puisqu'on va faire notre première émission en public à l'Entrepôt. Il y aura une séance de cinéma, est-ce qu'on peut déjà dire On peut dire la date. On peut dire la date. Ce sera le 15 janvier, donc on vous donne rendez-vous. Venez, on a hâte de voir vos petites têtes. Le concept étant qu'on projette un film en rapport avec une sortie. En l'occurrence, ce sera sûrement un film d'Andrea Arnold, même si tout ça est encore en discussion. On projette le film et ensuite on enregistre une émission et le focus qui sera dédié à la cinéaste en question ou au cinéaste, tout dépend du film qu'on va pouvoir projeter. Mais en tout cas, notez bien le 15 janvier dans vos agendas si vous voulez venir nous voir et puis voir un bon film, parce que je pense qu'on va choisir un bon film. J'espère aussi. Avant de parler cinéma, Yuri, on va parler chiffres, c'est l'heure du box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi ?
Est-ce qu'il est joyeux, réjouissant? Est-ce qu'il sent Noël? Il est strictement identique à celui de la semaine dernière, avec quelques nouveautés quand même, on va en parler. Vaiana 2 continue de rouler sur tout le monde en faisant 1 657 000 entrées dans sa deuxième semaine pour un cumul à 4 millions. Il va probablement aller gratter les 5, 6, 7, enfin les fêtes vont probablement faire des ravages. Et le film fait des ravages sur le cerveau des gens. En fanfare, le film d'Emmanuel Courcol continue sa belle trajectoire puisqu'il a atteint 790 000 entrées avec 343 000 entrées cette semaine. C'est donc un film qui trouve vraiment son public. La déperdition d'une semaine à l'autre est assez faible, seulement 23% de spectateurs en moins. La grosse déception cette semaine, c'est Wicked, dont on vous a parlé il y a 15 jours. Réécoutez notre beau focus dédié aux comédies musicales. T'as l'air déprimé, Rita. Où on vous prédisait que le film allait probablement ne pas trouver son public dans le marché français, puisque c'est toujours très compliqué pour les comédies musicales américaines de se faire leur place en salle. Et en 4e place, Conclave, le film dont on a discuté la semaine dernière, dont on a dit plutôt du bien. Et Leurs enfants après eux, le film des frères Boukerma qui a fait 151 000 entrées pour sa première semaine, donc CF également, notre focus de la semaine dernière sur les prix Goncourt. Est-ce un succès en salle assuré ? En tout cas, c'est mitigé pour cette première semaine de Leurs enfants après eux qui est, je pense, très en deçà de ce qu'attendaient les distributeurs. La grosse déception de cette semaine est Limonov, puisque les chiffres ne sont même pas communiqués, tellement le film a fait 2000 entrées au premier jour. C'est le pire score de la carrière pour l'instant de Kirill Serebrennikov en France, en tout cas sur les 3-4 derniers films. Vous disiez justement qu'effectivement il fallait que le film soit plus rentable que ça, parce que justement c'est il me semble un des plus gros budgets de Serebrennikov. C'est un des plus gros budgets. Le film a coûté 15 millions, il me semble. C'est une grosse coproduction internationale avec des acteurs prestigieux, donc distribué par Pathé, qui bizarrement ne le met même pas vraiment en avant dans son circuit de salle. Donc il y a un peu un mystère autour de ce film. En tout cas, visiblement, il n'a pas du tout trouvé son public. C'est dommage, c'est un bon film, on vous le conseille plutôt. Oui, on vous l'a recommandé, il faut nous écouter. Voilà, donc allez-y, écoutez-nous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à La Perche et dans le cadre sur toutes les plateformes de podcast. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais il faut le redire. Il faut le redire toutes les semaines, effectivement. Parce qu'on reçoit à chaque fois des petits commentaires sympathiques et des bonnes notes, et on aimerait bien que ça continue comme ça. Voilà. Effectivement. On vous lit. Ah oui, ça c'est sûr. Dans les news de la semaine, Rita, tu voulais nous parler des Golden Globes. Oui, parce qu'il y a un petit moment cocorico quand même sur les nominations des Golden Globes qui sont tombées cette semaine, puisque le film qui caracole avec le plus de nominations, c'est Emilia Pérez. Je sais que je vois des têtes... il y a eu un gros débat, on l'a pas eu à l'antenne, mais il y a eu un gros débat dans nos ranges. Peut-être qu'on en reparlera pour le top flop, probablement. Top, peut-être, effectivement. Bon, en tout cas, il y a eu... Emilia Pérez est nommée dans beaucoup de catégories, et surtout dans les meilleures réalisations, pour les meilleurs metteurs et metteuses en scène. On a donc Brady Corbett pour The Brutalist, qui ne sortira qu'en début d'année en France. On a Edward Berger pour Conclave, dont on vous a dit beaucoup de bien. On a ensuite Paël Kapadia pour All We Imagine As Light, dont on vous a dit extrêmement beaucoup de bien. Sean Baker pour Anora, ça dépendait pour qui, mais globalement du bien. Et d'un coup, on a Coralie Farja pour The Substance et Jacques Audiard pour Emilia Pérez. Et alors, Coralie Farja et Jacques Audiard, c'est les noms les plus français qui existent, qu'on puisse trouver. C'est vrai. Et ils sont aux Golden Globes, donc je pense que ça va faire de très beaux moments. Je ne sais pas encore qui diffuse les Golden Globes en France, parce qu'il a été annoncé hier que les Oscars seront diffusés par Disney+, et non plus Canal+ en France. Donc c'est la fin de For French TV. Ah, mais heureusement. Oui, mais ça avait un certain heureusement, non. Enfin, cela étant, c'est aussi la première année que les Oscars vont être diffusés en live sur ABC, comme depuis toujours, et sur Hulu. La plateforme, c'est pour ça que c'est Disney+ en France. En fait, Disney, je pense, a récupéré les droits mondiaux pour la cérémonie, ce que je comprends, puisque Disney possède ABC, Hulu, Disney+, ESPN, Le Monde. Et globalement, tous les canaux de diffusion, globalement. Mais ce sera très intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à marketer ça en France, parce que c'est quand même une cérémonie qu'on est 3 à regarder globalement en direct, et il n'y a pas de replay souvent. Donc voilà, on va voir ce qui se passe pour les Français. Je sais que c'est pas des films que La Perche dans le cadre a beaucoup aimé, The Substance. The Substance, tu rigoles, il y a eu un gros débat, il y a des gens qui ont adoré autour de la table. Et toi, Yuri, tu voulais nous parler de 28 jours plus tard. Oui, mais je voulais juste mentionner un truc, que Flo, le petit chat qui n'avait plus peur de l'eau, est nommé en meilleur film d'animation, et qu'il gagne globalement tous les prix du meilleur film d'animation depuis le début de la award season. Et donc, c'est horrible. Et par conséquent, il a des bonnes chances d'être positionné aux Oscars à minima en nomination, ce qui pour un tout petit chat comme ça est tout à fait adorable. Et je sais plus ce que je devais dire de base. Je voulais te parler de 28 jours plus tard, le
le trailer. Absolument, donc la 28 de Danny Boyle. 28 jours plus tard, non, 28 années plus tard. 28 années Parce plus tard, oui. Parce que 28 jours plus tard, c'est donc le film de Danny Boyle sur les zombies qui est sorti il y a maintenant plus de 20 ans. Et il fait une suite à son propre film. Alors, il y a déjà une suite, mais qui n'a pas été réalisée par Danny Boyle. Tout ça est un peu compliqué. On voulait en parler. Pourquoi ? Parce que c'est un des films... c'est un film qui a été intégralement... Waouh, Laurent est en train de décéder hors caméra. Le film a été intégralement tourné avec un iPhone 15 Pro, pour être tout à fait précis. Alors, c'est un peu triché, puisqu'ils ont rajouté des énormes objectifs de cinéma, blablabla. Donc, c'est un peu du marketing. Néanmoins, c'est assez intéressant, et notamment par rapport au premier film, qui était un des premiers films blockbuster à avoir été tourné entièrement avec une caméra numérique assez lambda. Et donc, ça s'inscrit du coup un peu aussi dans on va dire dans une tradition de cette franchise, d'innover sur les supports techniques sur laquelle elle fait des films. C'est en tout cas annoncé comme étant le premier blockbuster tourné à l'iPhone. On va voir ce que ça donne. C'est assez convaincant, je trouve, dans la bande-annonce. Il y a des plans qui sont assez intéressants. Après, est-ce qu'ils vont vraiment utiliser cette esthétique-là jusqu'au bout ou pas ? On verra. En tout cas, ça annonce en tout cas un truc intéressant, à minima. Félix, voilà. qui n'est pas là, disait regretter le format DV un peu cracra. Parce que Félix, il aime bien l'analogue horreur. Mais oui, c'est une carte blanche, mais il a quand même hâte de voir le film. Et nous aussi. Le premier film dont on parle cette semaine, c'est Les Femmes au balcon de Noémie Merlan. On écoute la bande-annonce. Respire avec moi. C'est comme une vague. Kobe, il y a tous les voisins qui sont en train de te regarder. Hey, c'est des seins, les gars, hein. Wouh! Noémie Merlan, Souya Yacoub, et Sofia Codreanu. En fait, je me rends compte que je sais prononcer aucun de ces trois noms. C'est terrible. Sont dans un appartement à Marseille en pleine canicule. En face d'elles, leur mystérieux voisin, objet de tous les fantasmes. Imen, c'est le premier long métrage en tant que réalisatrice de Noémie Merlan. Non, c'est second. Il y en a un premier. Elle en a commis un. C'est quoi le premier? C'est Le premier, que c'est j'ai vu. Miobita, mon amour. Et donc, du coup, c'est pas compliqué. Tu prends Miobita, mon amour, tu le retournes, tu vas aux antipodes et tu as. Mais attends, mais qu'elle a fait un très grand écart. J'ai fait une amnésie totale. Pardon ? C'est le film où elle chope un mec mineur. Voilà, tout à fait, où elle voyage. Qui, je crois, est inspiré de sa vie, par ailleurs. En fait, je crois que j'ai fait une amnésie traumatique. Et bah, t'as bien fait, je pense. Mais du coup, on va plutôt parler des Femmes au balcon, qui est son nouveau film et qui, comme je le disais, est un peu à l'opposé, parce que Miobita, c'était un traitement hyper naturaliste, à la fois dans le jeu, dans l'histoire, dans la manière de filmer. Là, au contraire, on a un plan d'ouverture en référence à Fenêtre sur cour qui est extrêmement lent, extrêmement long, et qui, du coup, d'emblée, nous emmène dans un univers extrêmement énigmatique, en fait, que Noémie Merlan nous tisse. C'est un film qui a été coécrit avec Céline Sciamma, et comme tu l'as dit, donc il y a Noémie Merlan, il y a Souya Yacoub et il y a Sanda Corneaou, je crois, qui avait joué déjà dans Miobita, mon amour, et du coup on suit ces trois amis. Moi j'ai trouvé que le film était assez réjouissant parce que complètement bancal, et donc je pense que c'est quelque chose à savoir quand on va voir le film, c'est que le film n'a aucune droitesse, c'est qu'il y a des moments où on avance, on recule, on sait pas tout à fait où on va, c'est extrêmement ambigu sur le propos par moment, c'est très casse-gueule, mais moi j'avoue que j'ai énormément apprécié parce que juste il y a une démarche et une envie en fait de faire du cinéma qui m'a beaucoup touchée, qui m'a galvanisée, il y a une énergie qu'elle amène que j'ai trouvé assez géniale, et surtout quand il fait froid dehors, c'est un film qui est à Marseille, qui est en bord de mer, sous 46 degrés, donc voilà, je commence par là, je pense que Romane va rebondir. Et Romane, c'est un film qui a une dimension de genre aussi, Les Femmes au balcon. Complètement, oui, puisque effectivement... comédie horrifique. Ça commence plutôt d'une manière assez simple, avec un trio d'amis qui s'amusent et sous la canicule et qui discutent. Et effectivement, ça prend une dimension un peu cauchemardesque. Moi, j'avais du coup vu effectivement Miobita, mon amour, et je suis d'accord, c'est vraiment aux antipodes, mais de la meilleure des manières possibles, parce que en effet, surtout au point de vue mise en scène, puisque Miobita, je trouve qu'au contraire, il n'y avait pas, en tout cas, moi, j'ai pas senti un désir de réalisatrice derrière ce film, mais plutôt encore un désir de comédienne qui voulait faire un film. Là, je sens complètement une espèce d'envie de réaliser, de mettre en scène, et j'ai été complètement charmée par l'ambition du film, les intentions aussi qui sont derrière, qui sont assez évidentes, mais qui sont, et comme tu le disais, complètement bancales parfois, et d'autres moments beaucoup plus naturels, beaucoup plus fluides, et c'est très sincère. Et aussi par ce trio féminin, puisque c'est trois amis auxquels je crois complètement et que j'ai vraiment envie de suivre, qui ont une énergie assez débordante, et vraiment là-dessus, c'est, je trouve, une super réussite. Après, effectivement, je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a vraiment des scènes qui sont... C'est rare, en fait, de voir un film qui a des scènes aussi brillantes et d'autres vraiment aussi catastrophiques. C'est vraiment l'un ou l'autre, ça ne peut pas, il n'y a pas de juste milieu, c'est vraiment, il y en a où ça donne envie de rire tellement c'est mauvais, et d'autres où vraiment
moi, tu t'es scotché devant, vous bluffez vraiment devant la mise en scène, les actrices, etc. Donc, c'est difficile de parler du film parce qu'il ne faut pas omettre non plus ces espèces de scènes un peu ratées, mais c'est ce que tu disais, Imen, c'est que pour moi, il reste une énorme sincérité derrière ça et que c'est quand même un peu ça qui l'emporte, je trouve, derrière les scènes plutôt maladroites ou bancales du film. Complètement. Je pense que le point d'accroche en fait qu'elle arrive à tisser, c'est justement dans cette relation qu'on a dit. Elle se donne un peu le beau rôle et moi, ce que j'ai aimé là-dedans et qui à la fois m'a touchée autant que j'ai détesté par moments, c'est vraiment le film de l'ambiguïté et c'est ça qui est hyper chouette aussi, c'est qu'on est sur 3 amies qui sont complètement des archétypes les unes des autres. Oui, elles ont rien à voir et elles ont rien à voir, elles sont aux antipodes et du coup la question c'est comment est-ce que leur relation va tenir face à l'adversité, face à l'autre et face au drame aussi. Et du coup c'est vrai que quand on lit la presse, c'est un peu les mots sororité, féminisme, etc. qui reviennent beaucoup et pour moi parfois c'est gratuit. En l'occurrence je trouve que ça n'est pas gratuit parce qu'en fait il y a vraiment l'envie de mettre ça en avant mais de manière tellement too much, c'est que ça en devient quasi subtil. En fait, c'est ça qui est hyper déroutant dans ce film, c'est que c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement appuyé, c'est tellement montré. Les personnages, notamment, je pense au personnage de Souleya Yacoub, qui est hyper extravagant, qui est cam girl, qui passe la moitié du film complètement à poil, qui, du coup, au début, a un peu un truc où ça nous heurte quasiment, et au final, à la fin, on se laisse porter par la chose, et je trouve que le propos, au final, il finit par être infusé, et je trouve que c'est un film qui nous questionne aussi après, en fait, et c'est un film qui reste avec les spectateurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on soit comme nous, du coup, dans cette espèce d'entre-deux. Et en ça, je trouve que c'est c'est un coup de force, en fait. Ouais, complètement. Et puis, c'est vrai que pour reparler un peu des performances, c'est la confirmation, même si on n'avait pas besoin, que Noémie Merlan est quand même une extraordinaire actrice. Elle est absolument géniale. Et tu parlais de... Et elle joue une sorte de Marilyn, une actrice. C'est ça, en fait. C'est une excellente actrice de comédie, surtout. Exactement. Elle est géniale. On l'avait déjà vu dans L'Innocent. Là, il y a... On a tous lu L'Innocent. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand elle... Même son arrivée est comique dans le film. Elle arrive avec sa voiture, avec un espèce d'accident, sa coupe de cheveux. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous inventer, etc., etc. Et c'est vraiment super bien fait. Et puis, tu parlais de comment est-ce que c'est vraiment aussi une histoire d'amitié à travers ce film de genre. Presque plus que de sororité, parce que je trouve que le féminisme, il est assez naturel dans le film, même si les seuls moments qui marchent pas, d'ailleurs, c'est les moments qui sont appuyés, surlignés, et ça ne fonctionne pas. Les moments qui sont naturels et qui sont effectivement peut-être un peu trop gros parfois, on y croit quand même, et parce que ça se fait par le biais de cette amitié-là, qui se fait à la fois dans la tragédie, à la fois dans l'humour, et dans toutes les situations, en fait, elle reste avec des dynamiques similaires et avec une amitié qui est extrêmement forte. Il y a une scène à laquelle je pense notamment qui moi m'a énormément marqué, qui est un peu une intention de Noémie Merlan quand on l'écoute aussi parler dans les interviews, mais que je trouve assez démonstratif, pour montrer un petit peu comment est-ce que c'est retranscrit dans le film. C'est effectivement l'intention, c'est-à-dire que c'est la canicule à Marseille, comme on l'a dit, et c'est des 3 femmes qui se baladent avec des chemises ouvertes, comme un homme pourrait être torse nu. Ouais, bien sûr. Comme un homme pourrait être torse nu pendant la canicule parce qu'il fait chaud et que du coup il y a aucune sexualité, il y a aucune question de sexualisation à ce moment-là. C'est des scènes qui n'ont rien à voir avec cet élément ce choix en tout cas visuel ou narratif. Et là-dessus c'est assez réjouissant. Moi c'est des images que je n'ai jamais vues en fait et qui me plaisent de regarder aussi parce que ça arrive plutôt en fin de film, donc j'arrive aussi à croire et à accepter cette extravagance et un peu les partis pris que Noémie Merlan fait. Et en fait globalement je trouve que c'est un film qui est réjouissant parce qu'il est extrêmement libre et on parlait du coup du jeu des actrices, etc., mais aussi dans sa mise en scène, encore une fois, il y a vraiment quelque chose qui est formellement hyper esthétisé, hyper maîtrisé, et peut-être que c'est là où, par rapport à Miyobita, il y a aussi une évolution, c'est que je trouve qu'elle arrive à mettre en contraste cette espèce d'esthétisation où elle va vraiment prendre une mise en scène réfléchie et en même temps garder une forme de naturalisme, ou en tout cas parle du coup les dynamiques de ce trio et de ses amis, qui fonctionnent quand même assez bien et qui donnent un ton assez singulier au film. Eh ben écoutez, on vous recommande d'aller voir les films au balcon de Noémie Merlan. Les films au balcon. Je dis quoi, les films au balcon? Ouais, non, mais moi, aujourd'hui, c'est compliqué. Les femmes au balcon de Noémie Merlan, ça me fait penser que Manon est pas là pour en parler, mais qu'elle m'avait dit en off que ça flirtait avec le nanar, mais qu'elle trouvait le film très sympathique. Exactement. J'ai l'impression qu'elle vous rejoint. C'est donc Les femmes au balcon. Ce n'est pas le premier film de Noémie Merlan, mais cette fois-ci, on va parler d'un premier long métrage. C'est 20 dieux de Louise Courvoisier. Toton, Il est quelle heure? 8h45. On partirait quelle heure déjà? 8h30. Anthony, c'est ça? Toton,
Tu sais conduire Donc un camion? 20 dieux, c'est l'histoire de Anthony, dit Toton, à peine majeur et déjà responsable de sa petite sœur de 7 ans. Pour trouver un moyen de gagner sa vie, il se met en tête de fabriquer le meilleur comté de la région dans l'espoir de remporter avec son fromage la médaille d'or du concours agricole et surtout donc les 30 000 € qui vont avec, Valentin. Ouais, c'est la Startup Nation finalement. C'est un très beau projet ceci de faire du bon fromage. Ouais, alors après, en fait, le fait est que le présenter comme ça, c'est un peu passé à côté du... C'est le pitch officiel. Voilà, bah c'est ça. Bah oui. C'est pour ça, c'est pas une accusation personnelle. Je savais que c'était victime de ce qui est écrit sur Allociné. Mais le fait est que qu'effectivement, quand tu pars comme ça, tu rates le point de départ du film, qui est qu'en fait, il se met pas à faire du fromage parce qu'il trouve ça rigolo. Ah bah non. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, il perd son père. Il doit gagner sa vie pour s'occuper de sa sœur, donc il a la responsabilité. Les 5 premières minutes, son père a un accident de voiture, donc il est livré à lui-même. Et donc en fait faire du fromage, c'est pas en fait un truc qu'il a envie de faire, c'est la seule chose qu'il sait à peu près faire, et en plus c'est une manière de se réapproprier, d'ailleurs il sait pas vraiment l'histoire de son père. C'est une manière de se réapproprier l'histoire de son père. Donc en fait c'est un film qui est placé quand même sous le signe d'une tragédie intime et sous le signe à la fois et d'une étude sociologique quand même, parce que ça plane, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une région rurale, et je trouve que c'est vraiment réussi sur les deux plans. D'une part parce que c'est extrêmement sincère, c'est des personnages qui, on en parlait en off avec Alban, effectivement c'est des personnages qui existent, c'est-à-dire qu'ils ont une tonalité, ils ont une structure, ils ont un rôle dans le film, je comprends leur humanité, ils sont pas simplement là pour décrire ce que c'est que d'être pauvre en Franche-Comté. Donc ça c'est quand même un truc qui est super agréable. Et puis par ailleurs, c'est un film qui est d'une simplicité que je trouve assez chouette, parce que ça prend presque la forme d'un conte par moment, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est des gamins qui sont un peu livrés à eux-mêmes. En fait, on comprend bien que si ça arrivait vraiment dans la vraie vie, il se passerait pas ça en réalité. Je pense qu'il y aurait d'autres choses en place. C'est pas un film social, c'est pas un film sur l'administration et sur l'aide sociale à l'enfance. En fait, c'est une espèce de truc de conte avec des gamins qui se retrouvent à devoir faire du fromage parce que c'est un peu la seule manière de subsister et de trouver un sens à ce qu'ils sont. Donc pour ça, c'est réussi sur les deux plans et ça m'a vraiment complètement attrapé. Et le film est très fort sur son point de départ, ses toutes premières scènes, et ses toutes dernières scènes qui sont dans les deux cas magistrales. Et donc il y a un point d'inflexion, d'émotion qui revient comme ça 2 fois. Et ça en fait un film qui est super agréable à voir et en même temps très prenant et très, très, très touchant. Alban, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Valentin ? Je sais que tu étais à une projection, alors pas ce jour-là, mais je crois que demain, il proposait une dégustation de fromage après. C'est ça. En fait, je crois que le film est en partie sponsorisé par Comté, non ? Ouais. Il me semble que c'est pour ça qu'ils font sur l'affiche. C'est ça. Ok. Et donc, effectivement, demain, au 7 Parnassien, parce que j'étais avec Valentin à la séance, il propose une projection suivie d'une dégustation de Comté. Bref. Demain, il faut dire aux gens que c'est aujourd'hui. Ouais, jeudi, pardon. Le jour où vous écouterez cette émission. Donc, voilà, foncez au 7 Parnassien. Pas forcément pour la salle, mais pour le Comté, en tout cas. Moi, je rejoins totalement Valentin, c'est un film qui m'a vraiment réjoui. La première raison, c'est qu'effectivement, moi j'y suis pas allé du tout à contre-cœur, mais voilà, j'avais pas forcément envie de voir ça aujourd'hui. Et j'ai quand même mis du temps, on va dire 10-15 minutes à rentrer dedans, parce que j'avais en tout cas l'impression au début que j'avais déjà vu ces personnages, pas forcément dans le cinéma français, mais que j'avais déjà vu ces personnages et j'avais déjà vu ces thématiques-là. Ça fait un peu penser à La Part des Anges de Ken Loach. C'est complètement à un moment, justement, quand ils volent, enfin, il y a un moment où ils essayent de voler du lait, c'est complètement La Part des Anges de Ken Loach, mais il y a un côté beaucoup plus, j'ai beaucoup aimé La Part des Anges, mais il y a un côté beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête, beaucoup plus généreux, en fait, dans le film, qu'il y avait moins dans celui de Ken Loach. En tout cas, c'était pas forcément tourné comme ça. Là, je suis d'accord aussi avec Valentin sur l'aspect, moi, c'est ce qui m'a le plus réjoui, c'est que le film évite l'écueil principal qui est de faire un film social sur une jeunesse un petit peu perdue en Franche-Comté et que le film ne vole pas plus haut que ça, alors que là justement c'est soit fait de manière très fine, soit c'est pas abordé, ou alors c'est abordé que par l'image. Il y a juste une scène à la fin qui évite quand même le manichéisme un peu facile, c'est qu'il se rend forcément à l'endroit du concours et qu'effectivement les gens qui sont là pour goûter le fromage n'appartiennent clairement pas au milieu auquel il est affilié, sauf qu'en fait il y a une sorte de point de ralliement avec la petite fille voilà, c'est toujours des bonnes idées et je trouve que c'est un film qui est généreux pour les spectateurs, qui est généreux envers ses personnages, et il y a aussi des bonnes idées notamment sur les relations amoureuses entre lui et Marie-Lise, qui est on va dire une agricultrice en fait du coin, qui fait du fromage également. Et je trouve que l'œil de la réalisatrice pour pour tourner, pour filmer cette histoire d'amour, même leurs relations sexuelles, c'est particulièrement, moi j'avais rarement vu ça au cinéma, la manière dont c'était traité. Je sais pas si Imen tu vas pouvoir continuer sur ce sujet, mais voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a réjoui pour éviter parce que je sais qu'on ne doit pas tous parler et tout dire en même temps, mais voilà, moi c'est quelque chose d'éviter vraiment clairement le male gaze, mais là c'est tourné par comment s'appelle la réalisatrice, j'ai pas envie de Louise Courvoisier. Louise Courvoisier, c'est vraiment moi ça m'a vraiment bouleversé à ce niveau-là, quoi.
Imen. Orienter ma critique. Tu ne parles que de ça maintenant. Mais c'est vrai. Alors moi, pour le coup, c'est un souvenir qui est un petit peu plus lointain parce que je l'ai vu à Cannes, donc j'ai pas non plus tous les éléments en tête, mais malgré tout, j'ai réussi à m'y plonger facilement, et notamment en fait sur ce rapport à la masculinité et à la féminité qui est hyper contrarié, même juste dans leur corps et leur manière aussi d'habiter l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, et notamment le personnage de Toton, qui est le personnage principal, qui est ce petit gars un peu imberbe, mais qui en fait se retrouve avec des responsabilités énormes, et du coup de le voir se débatouiller dans ce monde-là, moi j'ai trouvé ça hyper admirable. Ce que vous avez pas dit, je crois, c'est que c'est que du casting sauvage, c'est des acteurs non professionnels de A à Z qui viennent vraiment de cette région-là. Je crois qu'il y a la famille aussi de la réalisatrice qui joue à certains moments et qui du coup se voit et donne une espèce d'énergie qui est sublime. Et en fait, contrairement à Bruno Dumont, qui pour moi, même si j'aime beaucoup son cinéma, par moments va un peu se foutre de la gueule des comédiens qui foutent un peu en pâture comme ça à l'écran, je trouve que là dans ce film en fait il y a un énorme respect et un énorme amour pour les comédiens, pour leur histoire, qui sont des petites histoires. Et comme tu l'as dit Valentin à juste titre, c'est qu'en fait ça pourrait être un film social, mais ça ne l'est pas. C'est que ça l'est par essence, entre guillemets, mais jamais on s'apitoie sur leur sort, jamais on s'apitoie sur le deuil. C'est que le deuil, il est filé de manière extrêmement subtile, et il y a quelque chose de l'ordre de la vivacité de ces jeunes gens qui touche, je trouve, énormément, et qui vient un peu cramer aussi l'image, et qui fait que moi, c'est un film qui, malgré tout, m'a marqué, et un premier film, surtout, que je trouve extrêmement cohérent, parce qu'il a son propos, qu'il a son esthétique, qu'il n'essaie pas d'aller plus loin, et qui est complètement à mesure. Vous parlez beaucoup de la vivacité du film et de sa vitalité. Juste pour préciser que le film a eu le prix de la jeunesse au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard. Voilà, c'est un film... c'est juste une petite information pour compléter ce que vous dites. Moi aussi, j'ai une petite information. Ce matin, elle était à la matinale de France Inter, la réalisatrice, et généralement, c'est le passage où je m'endors parce que c'est l'interview culturelle de Léa Salamé, mais elle était tellement intéressante. Et là, ce que vous dites donne extrêmement envie de voir le film. Notamment, elle explique que le casting sauvage... c'est difficile parce que justement il y a une posture de cinéaste avec un certain potentiel culturel, machin, et le mec qui joue le rôle principal visiblement n'avait aucune envie de le faire au départ, a accepté, mais ensuite a dit que ça lui saoulait de faire les interviews et que globalement depuis il répond plus trop à la presse et qu'il est retourné faire du fromage, et il a dit en vrai si un jour je revends un film qui m'intéresse pourquoi pas, mais laissez-moi faire mon fromage, mais vraiment, et je trouve ça hyper rafraîchissant. Non, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, enfin, juste c'est une remarque parce que j'ai pas grand chose à en dire, mais tu sens que dans la direction des acteurs, il y a une sorte de rigidité justement où, en fait, elle les guide beaucoup et ils sont, tu sens les intentions de jeu et de direction d'acteurs en fait un peu tout le temps, et en même temps, c'est pas gênant parce que comme tu dis, ils débordent une sorte d'énergie, et puis même ils incarnent, en fait, ils sont eux-mêmes, en fait, ils sont présents et elle les laisse faire. Et donc je trouve que dans le rapport qu'il y a dû y avoir entre cette réalisatrice et ces acteurs, il y a dû se passer quelque chose d'assez grand, je pense, parce que le rendu est vraiment assez chouette. On a l'impression qu'ils sont à la fois dans une sorte de classicisme et en même temps qu'ils arrivent à donner leur plein potentiel quelque part, parce que potentiellement effectivement ils n'ont pas tous envie de faire du cinéma et potentiellement ça se sent un peu par moment peut-être. Et moi ce que je trouve aussi particulièrement rigolo sur ce film-là, c'est que sur le papier en fait ça pourrait être un film français catastrophique, c'est-à-dire un père qui décède. Moi quand j'ai vu le pitch la première fois, j'ai eu très très peur. Mais justement en fait c'est l'inverse d'un film avec Daroussin, tu vois, c'est vraiment... Mais non, mais la balle perdue, la première de ce soir. Et Paul Kircher dans le rôle principal. Et sur le papier, en fait, c'est ça qui est super intéressant, et c'est pour ça qu'en fait c'est stimulant comme film, c'est que moi j'avais pas envie de voir ça et finalement ça m'a quand même cueilli. Et je voulais juste rajouter un petit truc parce qu'il y a une histoire en fait entre un frère et une sœur qui est particulièrement beau dans ce film-là, qui va prendre le rôle du père, mais on a quand même cette relation fraternelle entre les deux personnages principaux, même si la petite sœur forcément elle est un peu en deçà du scénario, mais elle a quand même un rôle, en tout cas une présence importante dans le film. Et je trouve que c'est une magnifique histoire d'amour entre ce frère et cette sœur, et que ça passe vraiment par des choses infimes dans le film, et tout est vraiment par petites touches et tout est subtil. C'est je sais pas, lui mettre une paire de chaussettes ou la transporter du canapé au lit, et vraiment c'est un film qui est bouleversant à ce niveau-là. Ouais, ça parle très peu. C'est que je pense que tu faisais la grimace, Rita, parce que tu essayais de figurer ce que ça allait être à l'écran. Et effectivement, je pense que c'est difficile de s'imaginer sans voir le film. Mais on n'est jamais d'accord avec Rita dans tous les cas. Donc. Non, mais je pense que c'était juste quand t'as dit chaussettes, elle s'est dit, ok, ça voudrait dire quoi quelqu'un qui enfile des chaussettes à sa petite sœur à l'écran? J'ai l'impression que c'était ça qui est passé dans ta tête. Non, je crois pas, parce qu'elle a trouvé ça mignon. Ah, ok, pardon, je crois qu'il y avait une interrogation. Je disais, effectivement, c'est compliqué. En fait, je trouve que le film est cool parce qu'il parle très peu et il montre beaucoup de choses. En fait, il met tout le temps en situation ses acteurs et il les laisse faire des choses. Et en fait, de la mise en scène finalement.
Bah ouais, non mais en fait c'est vraiment ça. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est du cinéma. Non mais l'inverse. Mais Daroussin aurait dit je te mets tes chaussettes. Ah mais c'est ça. Daroussin aurait fait un rapport, il y aurait eu plein de trucs, les gens auraient expliqué plein de fois pourquoi ils étaient malheureux. Là ils expliquent pas. En fait tout est un peu déjà là. En fait tout est un peu en ébullition en permanence. C'est chouette. Bah, gros coup de cœur pour ce 20 dieux. Évidemment, allez voir le film, manger du fromage. C'est tout de suite l'heure du focus, mais on va écouter quand même la bande-annonce du film dont on vous parle. Ça s'appelle Noël à Miller's Point et c'est réalisé par Tyler Taormina. It's gonna be a hell of a night. Hell of a night. Hey, how's my extended family phase? It's very good. Keep your eyes on the road. Whether it's Christmas Eve, Easter, or July 4th, I'm always gonna... Est-ce qu'on enchaîne avec notre jingle du focus ? Oui, mais on peut d'abord dire un peu de mal du film, non ? Non, ok, on fait d'abord le tour de table. Alors, petit tour de table sur donc, ce Noël à Miller's Point, qui n'a pas rencontré un très vif enthousiasme. Oula, Laurent, On commence par moi. Est-ce que tu veux nous donner ton avis sur ce film ? Il me semble que tu as quand même écrit « Est-ce qu'il va se passer quelque chose à un moment ?» et que Valentin t'a répondu « Non, point ». Alors moi j'ai pas détesté. Bah oui, mais t'as quand même répondu qu'il se passait rien. Est-ce que je veux donner mon avis ? Pas vraiment, mais je suis quand même là pour ça. En fait, moi, je crois qu'il y a vraiment un énorme problème dans le projet du film de base. C'est-à-dire que je suis pas certain que le réalisateur a envie de faire du cinéma, moi, quand je vois ça. Il y a quelque chose de vraiment... Parce qu'en fait, il y a rien. C'est-à-dire que c'est nul, mais parce que en dehors de la galerie de personnages, qui est à peine construite, qui est juste un peu évoquée, parce qu'il y en a en fait 10 fois trop. D'ailleurs, j'ai pas pitché le film. Je peux peut-être le pitcher pour commencer, mais c'est bon, bah, comme son titre l'indique, ça se passe le soir de Noël dans une famille italo-américaine de classe moyenne. Comme tous les réveillons, évidemment, ça réveille toutes les tensions intrafamiliales. Alors ça, c'est ce qui est voilà. Mais et pas comme tous les réveillons, il y a une adolescente de la famille qui décide de s'éclipser. Maintenant, je serais intéressée de savoir, Laurent, comment tu as vécu cette intrigue. En tout cas, c'est bien, c'est pas le bordel cette émission. Moi, je me suis vraiment lourdement ennuyé. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe rien, quoi. Pendant la moitié du film, ils sont là à vaguement s'engueuler. On comprend pas trop qui sont les personnages, on les connaît pas, on nous les explique pas, on nous les raconte pas. Donc en fait, on expose comme ça des espèces de gueule, parce que c'est vrai que pour le coup le casting est solide, avec vraiment des acteurs, pas mal de second couteau d'ailleurs qu'on reconnaît à droite à gauche, des gens un peu moins connus, mais où en fait à chaque fois ils ont tous un peu une gueule, ils ont tous un peu quelque chose en termes de charisme à vendre, mais en dehors de ça, moi j'ai pas vu véritablement de personnages. Je trouve qu'ils sont tous affreusement mal dirigés en plus, que globalement ils sont mauvais. Donc voilà, il se passe rien, on s'ennuie. Le seul plaisir que ça, c'est de revoir Elsie Fisher, que moi j'avais pas revu depuis 8th grade. Très bon film, bien meilleur que celui-là. Valentin, est-ce que tu veux juste peut-être en dire un mot un tout petit peu plus positif de ce Noël à Miller's Point ? Bah moi en fait ça m'a amusé, c'est-à-dire que oui en fait à partir du moment où au bout de 30 minutes il s'est rien passé, que ton scénario il a pas bougé d'un iota et que t'as déjà éclusé un tiers du film, tu dis oui a priori il va pas y avoir un scénario, ou alors il va s'y mettre très très tard et on a perdu une demi-heure. Mais en fait à partir du moment où t'as accepté que ça va être une succession de scénettes ou une succession même de micro-gags, de micro-situations un peu over the top, un peu en permanence trop, et en même temps, des fois, moi, ça me fait rire, et des fois, je trouve que ça tombe complètement à plat, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le jeu. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un film qui, en fait, est parti du principe qu'il allait faire une sorte de chronique sur une soirée de plein de moments un peu what the fuck qui peuvent arriver à une famille moyenne américaine, avec des engueulades des familles, des histoires dont on n'aura pas la fin, des gens qui sont bourrés et qui s'endorment, des adolescents qui font le mur et qui tombent sur des clodos et qui se font engueuler parce qu'ils fouillent dans les poubelles. Bref, plein de trucs absurdes qui sont un peu les États-Unis, qui sont un peu Noël, qui sont un peu la famille. On sait pas trop exactement pourquoi c'est. Il y a des trucs qui m'ont fait mourir de rire, genre la parade avec le camion de pompiers, ça m'a fait rire. Ça dure 10 minutes, c'est beaucoup trop long, mais ça m'a fait rire à force. Voilà, et je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent quand même. Après, oui, l'humour de l'épuisement. C'est du cinéma très très indépendant, avec des structures narratives très 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 floues. Ouais. Et ça va être un des sujets dont on va parler dans le focus. Rita, tu étais dans le camp de Laurent, toi, je le vois à ton visage. Mais je partais très positive, parce que en fait, pour moi, c'était un film indépendant, mais avec une histoire, et j'adore les engueulades de Noël au cinéma. Je trouve que c'est toujours une bonne idée. Et en l'occurrence, alors il y a le fils Spielberg, la fille Scorsese, quand même, dans ce film, on notera. Donc en même temps, tu vois, sur le casting qu'on connaît pas trop, mais qui est frais, c'est pas si frais. Hein. Enfin, non, mais moi, je parlais plus sur la génération d'au-dessus. Oui, eux, c'est des seconds couteaux du cinéma, tu reconnais un peu les têtes. Moi, je trouve ça, en fait, les 20 premières minutes, j'étais en mode, ok, j'aime bien naviguer dans cette maison, comprendre un peu, pas réaliser que je vais pas comprendre grand-chose. Il y a des moments entre une grand-mère et sa fille, machin. Mais en fait, c'est tellement long parce qu'il me semble que le film fait... il fait quasiment 2 heures. Et quasiment 2 heures où il n'y a pas d'histoire narrative. C'est très difficile de raccrocher les wagons.
Mais, il y a vraiment pas d'histoire. En fait, je veux juste vous dire, pour que ça vous plaise, il faut vraiment que vous y alliez en pensant les pubs de Noël, genre Free ou les trucs comme ça. Offrez-nous un smartphone. Non, c'est pas ça. Non, mais je veux vraiment dire les pubs de Noël à l'anglaise qui parfois te tirent une larme, tu sais pas trop comment, parce qu'elles durent 1 minute 30 au lieu de 20 secondes et qu'il y a une pseudo-histoire dedans et c'est Noël. C'est un peu la même chose, mais c'est pas émouvant. Ou le sketch des inconnus sur le réveillon. Potentiellement pas vu. Non, mais moi je suis plutôt d'accord avec les gens qui n'aiment pas trop le film. Avec Laurent qui boude. Mais en fait, je trouve que le film. Non, parce que c'est pire que ça en fait. Au-delà de ça, je trouve que le film essaye quand même un peu au forceps de s'inscrire dans une, justement pour faire un peu le lien avec ce qu'on va dire juste après, de s'inscrire dans une tradition du cinéma indépendant. Moi, j'ai l'impression qu'il veut faire American Graffiti, un des premiers films de George Lucas, qui est un peu pareil, une déambulation nocturne avec des ados qui vivent leur dernière soirée en tant que lycéens. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vu le même film en genre un peu moins bien et surtout qui ne réinvente pas la forme dans laquelle il prétend s'inscrire. Franchement, beaucoup moins bien. Enfin, non, moi, j'ai plutôt l'impression de voir un truc d'un réalisateur en fait qui a bien aimé ses soirées de Noël quand il était adolescent et qu'il a essayé de recréer cette atmosphère. Mais tu vois, moi, je pense que la présence du fils Scorsese et de la fille, du fils Spielberg et de la fille Scorsese dans le film, pour moi, en tout cas, il veut l'inscrire dans cette espèce de tradition de je suis un lointain héritier du nouvel Hollywood et du cinéma qui s'est fait à l'arrache dans les années 70. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu envie d'en parler un peu d'un point de vue macro. Merci pour cette merveilleuse transition. Son précédent film, Amon Ra, se passait dans un lycée américain. Vraiment dans cette thématique-là. Petit jingle quand même. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurette. Monsieur McBurette, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Tout est toujours mieux avec un jingle et surtout celui-là. On va commencer. Alors, on a effectivement pris le film comme, on va dire, porte d'entrée pour adresser un sujet plus vaste qui est le cinéma indépendant américain et surtout le renouveau ou pas de ce cinéma aujourd'hui. Mais d'abord, on va peut-être se demander ce que c'est qu'un film indépendant et quel est le système de financement en comparaison des studios, Rita. Alors dans le contexte américain au début de Hollywood, donc j'ai l'impression de faire Madame Histoire à chaque fois que je parle en focus. On a Alban en Monsieur Histoire aussi. Je suis content de pas le faire. Mais en tout cas, au tout début du système des studios, il y a des espèces de pionniers qui sont allés à Hollywood quand le cinéma a commencé et qu'il a été exporté aux États-Unis et qui ont globalement c'était des gens qui venaient du monde forain presque et qui ont décidé de créer des lieux mais physiques, donc des studios physiques où en fait ils pouvaient faire les films de A à Z et qui laissaient peu de place à l'artistique finalement parce que ils avaient des producteurs qui étaient à l'initiative des projets. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Hollywood ça fonctionne souvent toujours comme ça aujourd'hui. Ils avaient des scénaristes in-house, donc des gens qui travaillaient à la chaîne chez eux, qui avaient des contrats à la semaine. Et pareil pour les acteurs-actrices, les cinéastes. En fait, tout le monde était en contrat semaine ou mois, payé plus ou moins selon à quel point leur film avait eu du succès. Et en fait, t'avais un prod qui disait « Ah, j'ai envie de faire un film sur le tennis ». Et il toquait à toutes les portes. Vous voyez Sunset Boulevard d'ailleurs de Billy Wilder. Ils peuvent toquer à la mienne. Très vrai. Toquer à la porte de plein de plusieurs scénaristes. « Ah, toi, t'as fait du tennis une fois dans ta vie. Ok, viens, fais ça. » Puis ensuite « Ah, on a besoin d'un réalisateur qui sait filmer une caméra avec qui bouge pour suivre la balle. Ok, on va toquer à la porte de celui-là. » Et c'était un peu le gros bordel, mais en fait, ils faisaient tellement de films à la chaîne qu'ils ont fait des énormes... Tu parles de Challengers de Luca Guadagnino ou... Ouais, j'ai vu hier, c'est les revues hier, donc sûrement. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que les films se faisaient, pour le meilleur ou pour le pire, mais ça nous a donné des énormes classiques qui ont été faits par ce système de studio, mais aussi beaucoup de merde. On a tendance à idéaliser le cinéma américain de l'époque. Ouais. Où en fait, le réalisateur était complètement interchangeable. C'est-à-dire que complètement, oui. Autant on emporte le vent était réalisé par 3 personnes. Et les seuls qui réussissaient... ce qu'on appelle des yes man, en fait. Exactement. Et les seuls qui réussissaient à avoir une espèce de patte artistique, déjà, ils se comptaient sur les doigts de la main, et c'est des gens comme Ernst Lubitsch qui sont arrivés du théâtre, donc qui étaient déjà un peu prestigieux et qui surtout avaient leurs propres auteurs. Et c'est vraiment là où ils avaient le droit de dire non, oui, sur le final cut, donc le montage final du film. En tout cas, ce système-là a fonctionné jusqu'à peu près les années 60-70, où on a eu un nouveau vent du nouvel Hollywood, donc les poilus, enfin les barbus plutôt. Est-ce que les poilus c'est la première guerre, mais les barbus que vous connaissez qui sont Spielberg, Coppola... Lucas, merci Scorsese. J'ai eu un gros bug. Ces gens-là qui sont arrivés et qui ont un peu tout envoyé balader parce qu'ils en avaient marre en voyant les films français de la nouvelle vague arriver. Ils ont vu ça, ils ont regardé leur cinéma eux, ils ont dit on a peut-être besoin de se réinventer, de sortir du code de censure de l'époque. Et là, ils ont commencé à créer en marge avec des producteurs qui les accompagnaient, mais complètement en marge du système des studios. D'ailleurs, c'est des gens qui ont fait beaucoup de cinéma à New York à ce moment-là, d'où le fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la scène indépendante soit toujours à New York versus John Cassavetes tournait beaucoup. Exactement. Los Angeles. Et dernier point sur
sur cette petit point historique, aujourd'hui à Los Angeles, il n'y a presque plus de nouveaux cinéastes et c'est un peu un truc qu'on déplore. C'est parce que filmer à Los Angeles aujourd'hui, c'est devenu impossible du fait des tarifs. Donc la plupart des films, même les gros films avec des énormes budgets, se font genre à Vancouver ou dans d'autres endroits qui ne sont pas Los Angeles. Et donc, on a encore une scène indépendante à New York, mais pas de ouf à LA. Et même des gens comme Nancy Meyers, qui a fait des rom-coms qui ont ramené plein d'argent. Comme The Holiday, ne réussissent plus à financer leur film parce qu'elle veut tourner à Los Angeles parce qu'elle est vieille et qu'elle a la flemme de bouger. Et on lui dit, non, ça coûte trop cher. Donc voilà, pour un petit... Bah oui, comme ça on enchaîne un peu sur un rappel sur en fait comment on finance un film et c'est un truc qui je pense c'est pas tout à fait clair pour la plupart des gens, même pour les gens qui bossent dedans, c'est pas tout à fait clair. Et notamment dans le système indépendant, américain, en tout cas celui qui n'est pas dépendant, celui qui n'est pas fabriqué par les grands studios ou acheté a fortiori par les grands studios. Il faut s'imaginer que c'est des gens, donc un producteur, un réalisateur, un scénariste, et ces gens-là vont monter un projet. Et c'est un peu comme si vous vendiez une maison. Soit vous la vendez sur plan et vous allez chercher des investisseurs pour la construire, soit vous allez la construire d'abord et après vous allez chercher des gens pour vous l'acheter. Et c'est à peu près le même système. Il faut se dire que du coup, en simplifiant de manière extrêmement schématique, oui, Laurent fait les grands yeux, mais non, je fais pas les grands yeux, mais c'est juste que la version que tu construis toi-même après tu vas la vendre, c'est beaucoup plus rare au cinéma. Oui, mais par exemple, The Brutalist qui sort en début d'année prochaine, c'est un film qui a été complètement financé par des fonds privés et ensuite ils ont vendu les droits de distribution du film à A24 aux États-Unis, à Universal pour l'international, ce qui fait qu'ils sont rentrés dans leurs frais comme ça, et ensuite c'est aux distributeurs de se démerder pour rentrer eux-mêmes dans leurs frais. Donc en fait c'est un système comme ça qui marche par financement successif. On va aller chercher à droite à gauche pour monter un plan de financement, et souvent en tout cas pour le cinéma indépendant, c'est des films qui vont avoir vraiment besoin des festivals et des marchés internationaux pour rentrer dans leurs frais, puisque c'est là que tout un tas d'acteurs du monde entier vont acheter leurs films. Mettons que pour prendre l'exemple de Christmas at Miller's Point, Noël à Miller's Point, mettons que le film ait coûté 1 million et que ce sont des investisseurs qui ont investi ce million-là de leur poche, il va falloir que le film soit vendu à hauteur de 1 million à tout un tas de distributeurs internationaux pour que tout le monde soit content et que tout le monde s'y retrouve. Donc en fait, c'est juste aussi pour rappeler que ce système de financement-là, il est extrêmement compliqué. Et notamment pour un cinéma américain, parce qu'en France on est très très habitué à faire des films comme ça. En France, en Europe globalement, on finance des films un peu de bric et de broc en allant chercher de l'argent à la région, au CNC, chez le distributeur, dans les chaînes télé. Aux États-Unis, c'est un système qui est beaucoup plus rare et d'ailleurs qui est beaucoup plus propre au cinéma bis d'exploitation. Le cinéma d'horreur fonctionne beaucoup plus comme ça de manière naturelle, et donc un cinéma indépendant est d'autant plus difficile à faire émerger qu'il a besoin de se faire financer de manière beaucoup moins verticale et standardisée qu'un film de studio. J'espère que c'était assez clair. Franchement, moi j'ai l'impression que ça l'était. Rita, c'est juste une précision au cas où vous ne saviez pas. Un producteur et un distributeur, la différence. Oui, le producteur, c'est la personne qui va chercher l'argent pour faire le film, généralement, qui va arriver dès la phase d'écriture. Un chef de projet, en fait, voilà, un producteur. C'est une belle manière de le dire. Ouais. C'est un chef de projet qui a en tout cas plus ou moins de regard artistique. Ça dépend des producteurs, ça dépend des pays. Le distributeur, c'est la structure qui va faire le lien entre le film qui généralement est soit déjà prêt, il y en a qui s'investissent à l'avance, mais parfois le film est déjà prêt, et les salles ou les plateformes ou enfin que sais-je, pour faire en sorte que le film soit vu. C'est aussi eux qui vont en assurer la promotion la plupart du temps. Ouais, c'est le label de musique quoi, en gros. C'est le mec qui choisit les musiciens et qui va les mettre dans les bacs quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Il choisit les films et il les diffuse. Et aux États-Unis, dans le système des maisons, la musique, dans le système des studios aux États-Unis, justement les producteurs et les distributeurs sont dans le même studio. C'est pas les mêmes personnes. Ouais. Mais par contre, donc quand Universal fait un film, ils vont produire le film, puis ensuite le distribuer, et souvent pour les gros studios américains, le distribuer dans le monde entier. Tandis que dans le système des festivals dont tu parlais, Yuri, un film français qui veut se faire voir dans le monde, peut-être il va être acheté par le Pacte distributeur en France, ou Condor, on aime beaucoup Condor, qui va distribuer le film en France, et ensuite va être racheté par A24 ou que sais-je pour être distribué aux États-Unis. En général, il est racheté par des vendeurs internes dont le boulot c'est de vendre à des distributeurs. On essaie de rester. Mais voilà, mais bon, il y a différents acteurs. Il y a 1000 métiers après, mais voilà, donc c'est ça la distinction. Ça nous donne une idée quand même assez claire. Maintenant, j'aimerais bien savoir effectivement l'état des lieux aujourd'hui. On a fait un rappel historique. Quels sont un peu peut-être les nouveaux acteurs du cinéma indépendant aujourd'hui, et quelle est la vitalité de ce cinéma indépendant aujourd'hui en 2024 ? Il y a quelques années, il y a des producteurs de gros studios
qui ont un peu fait sécession et qui ont créé Ça. et qui ont lancé des boîtes qui ont eu pour objet justement de financer ce genre de cinéma. Et évidemment, la boîte à laquelle on pense en premier, c'est A24, A24 en anglais, un peu plus récemment Neon, et Blumhouse, c'est encore autre chose, qui a fait en fait du cinéma d'exploitation très très rentable, parce que pas du tout cher à produire, et du coup quand c'était un four, c'était pas un trop gros four, quand c'était un succès, c'était forcément hyper mais ils ont hyper fait rentable. quand même des films de cinéma comme Get Out. Et voilà, et du coup A24 et Néon et tous ces mini-studios, parce qu'en fait aujourd'hui ça devient des mini-studios, ont fait leur succès et leur beurre sur l'émergence de nouveaux cinéastes avec une patte un peu plus personnelle, en tout cas qui... On peut peut-être en citer quelques-uns d'ailleurs de cinéastes. Ari Aster, Sean Baker, qui vient donc de remporter la Palme d'Or avec Anora, Ari Aster qu'on connaît avec Midsommar et Hérédité. Et tout un tas d'autres cinéastes. Et ça, c'est un peu une sorte de mainstreamisation, on va dire, du cinéma indépendant, ils ont créé une sorte de patte qui a rendu à nouveau ce cinéma attirant. Il avait quand même presque disparu il y a 10 ans. Aujourd'hui, il existe un peu à nouveau grâce à ces studios-là. En fait, tu dis qu'il avait disparu et qu'il a réapparu avec ces studios-là. En fait, les gros studios, c'est-à-dire ces gros conglomérats qui faisaient des énormes superproductions, qui en font toujours d'ailleurs, qui font d'énormes superproductions où ils gèrent un peu tout eux-mêmes. Ils ont des labels. Ils ont des labels de cinéma indépendant qui existent encore, genre Focus, New Line, plus trop maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais quoi que si, en fait, je crois que ça existe encore, parce que les mecs qui avaient créé New Line, c'était les frères Weinstein qui ont laissé The Weinstein Company. Bref, mais toujours est-il que les studios se sont mis à faire, entre guillemets, de l'indépendant, c'est-à-dire des films qui ont pour objectif de faire du cinéma type indépendant pour un public qui s'intéresse à un cinéma indépendant, pas seulement des superproductions. Et en fait, dans cette veine-là, il y a eu la volonté, et c'est notamment par les gens de A24 qui a un peu commencé, Blumhouse un peu, mais encore une fois, tu as dit que t'as raison, c'est un peu différent, mais c'est un peu différent parce que c'est aussi qui se sont dit qu'en fait, maintenant, plutôt que d'essayer on va essayer d'aller concurrencer ces trucs-là qui sont des espèces de labels de studios pour faire de l'indépendant. C'est-à-dire que l'indépendant, il y en a toujours dans le cinéma américain. En fait, il voyage peu. Il est peu diffusé même, d'ailleurs, au sein même des États-Unis. C'est-à-dire que si on veut voir du cinéma indépendant aux États-Unis, il vaut mieux être à New York, à Los Angeles. Oui, il est divisé en 4 salles. Ou à Chicago, et encore, et voilà, dans 3-4 villes où on peut éventuellement les regarder. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce dont on avait parlé sur les plateformes, parce qu'en fait ces films-là, aujourd'hui ils passent sur les plateformes, et donc ils ont une vie sur les plateformes, et donc il y a des gens qui construisent leur cinéphilie entre guillemets indépendante américaine via ces plateformes, parce qu'ils n'ont absolument pas la possibilité, ils n'y ont pas accès au cinéma. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas du tout. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas du tout un circuit moins de en fait salles par diffusion, spectateur qu'en France. Voilà, et en particulier à Paris, c'est-à-dire que nous, on est vraiment, on en parlera après, mais nous, on est vraiment une exception, quoi. Donc, ce qui fait que ce cinéma-là américain indépendant, il est très à la marge, en fait, finalement, aujourd'hui, de ce qui existe, parce qu'en fait, à mon sens, en tout cas, même les A24 et les Néons, c'est pas vraiment un truc à comprendre comme du cinéma indépendant à l'ancienne. Alors justement, je pense qu'il faut quand même être clair sur un point, c'est-à-dire que typiquement Neon, Blumhouse et A24 sont presque devenus des marques en elles-mêmes. Aujourd'hui, ils concurrencent en fait c'est des nouveaux studios, mais, dans le sens où même on le disait, et puis des cinéastes indépendants comme Sean Baker qui vont gagner à Cannes, mais Everything Everywhere All at Once de A24 qui gagne aux Oscars. Donc effectivement, on a ce cinéma-là qui a re-rendu, on va dire, cool d'une certaine manière, on peut le dire. Mais je crois que c'est précisément le sujet, mais vas-y. Mais moi je veux juste rebondir sur un point de Laurent, et après on passe à la suite. Mais ce que tu dis sur les plateformes est d'autant plus vrai que les plateformes ont complètement cassé on va dire le système, en tout cas l'existence de films à moyen budget, à faible budget, parce qu'ils sont arrivés et ils ont dit on achète vos films que vous produisez pour que dalle, pour beaucoup plus d'argent que vous n'avez jamais pu imaginer. Est-ce qu'on peut dire à la jeunesse d'écouter notre focus spécial plateforme ? Oui, mais on peut, mais je trouve qu'il y a un truc qui se rejoint. Mais c'est vrai, ça se rejoint là-dessus. Où en fait ils ont complètement du coup aussi, ils se sont accaparés
tout un pan de la production en disant en fait voilà, maintenant c'est du direct ou Netflix, et qu'en fait pour eux lâcher 15 millions pour un Roma d'Alfonso Cuarón ou d'un autre film extrêmement beaucoup plus indépendant encore que celui-là, c'est que dalle, c'était un café. Et du coup il y a une espèce de polarisation totale, et en fait avant le cinéma indépendant permettait l'émergence de cinéastes qui ensuite allaient faire du cinéma semi-indépendant de studio, qui ensuite allaient faire du blockbuster éventuellement. Mais aujourd'hui ce passage-là est quasiment court-circuité, cassé, parce que les plateformes ont pris ce middle ground. Ouais, moi je voulais revenir sur ce que tu disais, Elisabeth. Ça avait déjà été dit avant sur le fait que ça a remis un petit peu au goût du jour ce genre de cinéma. Je pense que, en tout cas, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est précisément l'enjeu, c'est qu'il y a toujours eu un public pour le cinéma indépendant. Ouais. C'est aussi un cinéma qui marche pour le public, et que ça soit aujourd'hui Néon ou A24, où il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, que ça soit les festivals comme Sundance, etc. C'est un cinéma qui marche beaucoup en festival notamment. C'est un cinéma qui marche beaucoup en festival, mais aussi un public pour les festivals. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste avec A24 à A24, tu l'as dit, c'est une marque, mais c'est aussi une marque de vêtements, c'est une marque de casquettes, c'est une marque de sacs. Et en fait, le truc, c'est que... Ils ont fait Euphoria aussi, qui a été vraiment... Et Sundance, c'était déjà ça à l'époque. Et on assistait aussi à on a tous vu à la fac ou dans la rue des gens qui portaient des tote bags Sundance, dont on était très jaloux quand on avait 16 ou 15 ans. Personne n'a jamais été assisté au festival, j'imagine, ici en plus. Non, voilà. En fait, voilà, moi c'était... Qui d'ailleurs n'a plus lieu à Sundance. Non. Et du coup, le public, je pense, avait envie de voir un film qui, selon lui, en tout cas selon le genre de public que ça pouvait attirer, voulait voir un film qui représentait aussi des codes esthétiques que le festival mettait en avant. C'est-à-dire qu'on voulait voir un film plus ou moins fauché, en tout cas qui se montrait comme étant fauché, avec une jeunesse la plupart du temps un peu perdue, un peu désabusée, qui ont 14 ans et qui traînent dans des piscines sans eau. Et je trouve The Sweet East de Sean Prince Williams qui vient aussi de cinéma-là, enfin en tout cas qui était chef-op sur plusieurs des films de ce qu'on appelait le mumblecore à l'époque. Qui est le fait mumblecore, on l'avait déjà dit dans une émission, mais c'est ces personnes qui vraiment parlent, qui marmonnent, et c'est une des grandes tendances du cinéma. Il y a quelques années, ça se fait plus trop, mais c'était des gens comme Greta Gerwig qui a une carrière incroyable aujourd'hui. Noël à Miller's Point peut être un film mumblecore complètement, parce que ça fait que marmonner pendant 1h30. Ok, du coup j'ai pas forcément envie de le voir, mais effectivement voilà, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que on tend aussi en tout cas à un moment donné, on voyait souvent les mêmes films, et des films comme ça qui étaient restés très indépendants ont commencé à proliférer, et on voyait plus que ça, même si c'était pas forcément des films indépendants. On a vu des films français, des gens ont pas aimé forcément ici. Moi j'avais bien aimé plutôt, par exemple le film Entre les vagues, qui était complètement dans cette inspiration-là, qui était d'ailleurs c'était Sean Prince Williams qui était chef-op sur le film. Et c'était avec Souleya Yacoub. Ah marrant. Et qui s'inscrivait en effet totalement dans cette veine-là. Ouais. Complètement. Et pour revenir sur un truc qu'a dit Valentin qui m'a fait tilter un peu tout à l'heure, c'est que sur la scène des pompiers de Noël at Miller Point, tu dis c'était très 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 long, et du coup c'était vraiment du cinéma très très indépendant, et du coup on a l'impression d'entendre que plus c'est perché, plus c'est indépendant, alors que c'est pas forcément lié, tu vois. Ouais. Mais il y a aussi un autre élément que vous avez donné, c'est que c'était une narration qui est très floue entre guillemets, c'est-à-dire qui est pas très tenue. C'est autre chose. Enfin, c'est aussi également on va dire des gros points du cinéma indépendant, on va dire dans le cliché qu'on imagine. C'est effectivement une narration, on sait pas extrêmement bien où ça va, on n'a pas des ressorts dramatiques extrêmement précis, tendus. Mais même parfois ils s'inscrivent complètement en porte-à-faux de ça, en disant voilà, nous on est le cinéma anti-narratif machin, mais un peu avec des micros enjeux, notamment des personnages qui sont sur des micros. Enfin, c'est très rarement des enjeux de vie ou de mort dans le cinéma indépendant. Mais ce que je trouve fou, c'est le fait que maintenant, en fait, déjà on a à cause de la disparition des films de moyen budget, on a fait une espèce de translation, on met dans le même panier des films indépendants qui coûtent 1 million, des films indépendants qui coûtent 10 millions. Complètement. Et surtout, vont ensemble des films qui sont indépendants parce qu'ils n'ont pas d'argent, et des films qui sont indépendants parce qu'ils sont confidentiels dans ce qu'ils racontent. Et ce qui est chiant avec ça, c'est que normalement les films sont confidentiels, soit parce que disons que la narration est différente et un peu improbable. Il y a un concert de klaxons, j'espère que vous n'entendez pas. C'est les pompiers. Je vais essayer de garder mon point en tête. Mais en gros, il y a des films qui sont confidentiels, qui sont pas voués à être vus par un très grand public parce qu'il y a quelque chose de répulsif presque dans leur manière de raconter et qui est étonnante et qui renouvelle quelque chose. Et il y a les films qui sont confidentiels parce que malheureusement maintenant, on les a déjà vus 350 fois. Et ce que tu disais, Alban, sur l'esthétique, je vais appeler ça maintenant piscine vide, sur l'esthétique piscine vide. Ou Larry Clark, un peu importe. C'est complètement ça, parce qu'en fait, il y a des films qui avant restaient confidentiels et devenaient cultes après. Moi, je pense à des gens comme John Waters qui a fait des films pour rien, mais le mec qui est un vrai mec qui faisait du cinéma indépendant. Voilà, et c'est du cinéma indépendant parce que c'est
absurde ce qu'il fait, c'est loufoque, ça a réinventé de nouvelles choses, et après lui, c'était plus le même cinéma indépendant, il a changé plein de choses. Et je demande pas à chaque cinéaste indépendant de réinventer la sauce, mais si on pouvait effectivement ne plus avoir que, et je suis en train de généraliser, évidemment il n'y a pas que ça, mais justement on se retrouve à mettre dans le même panier les cinémas indépendants de gens comme Sean Baker qui existent depuis 30 ans. Oui, mais Sean Baker et John Waters, en ce sens-là, sont intéressants parce qu'ils ont créé leur propre... Exactement. Comme Soderbergh, à un moment, et ils ont créé leur par avoir propre... de l'argent pour faire autre chose. Anora n'aurait pas existé s'il n'avait pas fait 25 ans d'autres choses avant, ce qu'on aime ou pas Anora. Par contre, les cinéastes, et moi ça me rend trop triste, c'est qu'aujourd'hui quand tu regardes le line-up de Sundance qui paraît est sorti hier, donc on est vraiment pile à l'heure, dans le line-up de Sundance, il y a la moitié c'est des Nepo Babies, c'est pas grave, mais je précise quand même, et l'autre moitié c'est vraiment, t'as l'impression que tous les pitchs sont similaires. Il y a un pitch que j'ai vu hier dans... On dirait l'avance sur recette du CNC, c'est ça que t'es en train de dire. Mais en fait, et ça me rend triste parce que là, il y avait un film tu dont parles du l'histoire... cinéma d'auteur français, en fait, pas du cinéma indépendant américain. En fait, je parle juste du fait qu'il y a un manque de renouveau parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent que justement les enjeux ne peuvent pas être la vie ou la mort, ou qu'à l'inverse, ça doit être des enjeux de vie et de mort parce qu'on est pauvre. C'est pas... En fait, je trouve que c'est trop dommage que parce qu'il n'y a pas d'argent, les histoires se ressemblent. Alors tu parles d'une standardisation des formes narratives alors que ça pourrait, au contraire, explorer des récits différents. Parce que c'est toujours pareil. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui, quand ils sont dans le côté indépendant, c'est justement pour expérimenter, justement pour faire des choses extrêmement perchées, qui sont souvent d'ailleurs complètement nulles, mais bon, parce que ça on pourra J'allais dire Armory Corinne, et puis là t'as dit complètement nul, et je voulais pas qu'on se batte à ce sujet. Non, mais de toute façon, après, dans le fond, il y aura toujours un public pour des types qui filment n'importe quoi. Il y aura toujours un public. Mais c'est tant mieux. Il y aura toujours un public pour des gens qui veulent essayer d'expérimenter des trucs et qui ont des vraies volontés des vraies velléités de recherche, et il y aura malheureusement toujours un public pour cette espèce de cinéma indépendant comme genre, c'est-à-dire comme tu l'as dit, les films. Oui, voilà, parce que les deux, parce que pardon, je vais te donner la parole. Valentin, tu dis ça effectivement, le cinéma indépendant comme genre, mais il faut pas non plus mélanger les torchons et les serviettes déjà. Et il y a quand même énormément de nouvelles voix du cinéma actuel qui viennent du cinéma indépendant. Enfin, je veux dire, les frères Safdie. Mais Valentin, pardon, c'est peut-être là-dessus que tu voulais rebondir ou pas du tout? Bah, en fait, non, mais je trouve que c'est intéressant de vous écouter parce que moi, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire sur le sujet. Mais en fait, je trouve qu'en fait, on se pose la question depuis le début. Je trouve que c'est pertinent ce focus parce qu'en fait, la question, c'est un peu finalement de quoi est-ce qu'on veut se détacher quand on veut être indépendant, en fait. Ouais. Et indépendant, ça veut pas du tout dire original, a priori, parce que de toute façon, il faut toujours faire du film avec des gens, il faut toujours trouver un peu quand même des fonds, il faut toujours s'inscrire dans une sorte de lignée un peu marketing, etc. En fait, je pense qu'il y a deux définitions différentes. C'est d'une part être indépendant dans le sens d'être indépendant d'une dynamique de studio, c'est-à-dire où les auteurs ou les créatifs ont la main par rapport à des gens qui financent, peut-être que c'est ça cette définition. Ou après, effectivement, à faire un cinéma qui est original, qui est hors des codes. Et là, en fait, c'est vachement dur parce qu'effectivement, parfois, être hors des codes, en fait, tu t'inscris dans une lignée qui, elle, est hyper standard. Effectivement, c'est ce que vous disiez. Je trouve que c'est hyper intéressant comme jeu de définition, quoi. Mais c'est là où le parallèle. Parce que tu pourrais presque faire du cinéma indépendant à l'intérieur des studios en étant très malin, en fait. Bah, c'est ça. En fait, c'est là où ça rejoignait, je trouve, ce que vous disiez sur le cinéma d'auteur français. C'est que moi, c'est toujours le truc qui m'énerve quand j'entends c'est du cinéma d'auteur, mais qu'en fait ça ressemble aux 18 autres films qui sont sortis. Bah non, en fait un auteur c'est quelqu'un qui justement a une personnalité, une singularité. Moi, si quelqu'un peut être un auteur au sein des studios, il est un auteur au sein des studios, de la même manière que quelqu'un peut ne pas être un auteur en s'inscrivant dans une démarche de cinéma indépendant. Et t'as des cinéastes, notamment Scorsese, qui ont souvent dit je vais faire, il dit one for them, one for me, donc un pour eux et un pour moi. C'est-à-dire que si tu veux avoir des financements et ne pas faire justement que des films à moins d'1 million toute ta carrière parce que c'est pas ce dont t'ambitionnes, il y a un moment où tu décides de faire un peu pour eux, un peu pour... C'est questionnable ça aussi comme posture, je dis pas le contraire. Non, mais enfin, le truc c'est qu'il y a un stade où tu arrives à un certain niveau de notoriété où t'es même plus obligé de faire ça. Complètement. Mais des gens comme John Cassavetes, c'est qu'il fait ce qu'il veut. Le dernier film de John Cassavetes, c'est littéralement un film nul de studio parce qu'il avait plus d'argent. Mais après, ça c'est son problème, c'est qu'il dépensait trop d'argent. Mais en tout cas, moi ce qui me rend triste, c'est juste qu'il était alcoolique. Cette question qui ont des problèmes. Cette question de film autorisant, en fait, plus que de film d'auteur que dont tu parlais, Elisabeth. En fait, c'est aussi et ça c'est ce qui me frustre le plus, c'est dans mes potes qui sont pas forcément cinéphiles, c'est un peu comme les clichés film croate de 3 heures en noir et blanc. Bah il y a aussi film d'auteur français et film d'auteur chelou américain. En fait, film américain tourné en 4 tiers en pellicule. Voilà. Maintenant c'est devenu un genre à proprement parler et les gens l'évitent, ce que je comprends parce que t'as la flamme d'en voir 30 pour voir le film qui sera vraiment intéressant dans le lot et que c'est pas ton métier de voir ça tous les jours. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas autant de différence entre ces films-là. Bah ouais, justement,
pour rebondir sur ce que vient de dire Rita par rapport justement quand t'as des potes qui vont voir des films et tout ça. En fait, le film indépendant, la plupart des gens en fait que je connais et je m'inclus dedans, qui veulent voir du cinéma indépendant, vont voir un type de film. C'est-à-dire que un film qui n'est pas bien financé, qui dure 4 heures en noir et blanc, qui se passe en Argentine, qui est pleinement du cinéma indépendant, pour eux c'est juste un truc chelou, tu vois. Et en fait, il y a un problème quand même de positionnement, à la fois de comment les films sont vendus et de comment le public les reçoit. C'est réciproque, mais il y a vraiment une sorte d'incompréhension totale de ce que c'est que le cinéma indépendant, qu'il soit français, américain ou complètement. Et c'est pour ça que quand All We Imagine As Light est sorti, qui pour le coup on peut qualifier de film indépendant rien que par son existence, quand le film est sorti, je me souviens que dès qu'on a voulu en parler au podcast, tout le monde commençait par c'est pas ce que vous vous attendez d'un film comme ça, parce que sinon évidemment qu'en termes de publicité c'était très difficile de dire aux gens il fait presque 3 heures et c'est un film indien, c'est un film contemplatif et très féministe, forcément tu sais que beaucoup de gens vont se sentir exclus de cette catégorie de cinéma. Il y a le logo Acide en plus sur l'affiche. Et l'Acide, voilà, qui est l'association pour les films qui n'ont pas encore de distributeur, qui est donc à Cannes. Je voulais juste mentionner, ce sera peut-être la conclusion, sauf si Yuri, Laurent, t'as une meilleure conclusion, c'est que Émile m'a dit en parlant de je ne sais plus quel film, peut-être Miller's Point, peut-être un autre, que en interview on disait fréquemment aux réalisateurs c'est une très bonne année cette année pour le cinéma indépendant, en citant La Palme d'Or d'Anora et d'autres films, et le réalisateur disait mais je veux dire c'est pas mon film, on fait pas les mêmes films, comme si effectivement avec un espèce de prisme européen on mettait effectivement tout ce cinéma indépendant dans une espèce de grande boîte, alors que pas du tout. J'espère que Sean Baker l'a pas mal pris en tout cas, la différence entre les deux films, mais oui, c'est-à-dire, mais c'est toujours pareil. Enfin, eux, ils raisonnent, je pense, en termes de scène. C'est-à-dire que lui, il vient d'une scène, donc il y a des gens autour de lui avec qui il fait du cinéma. C'est pour ça qu'il connaît certainement le fils Spielberg et la fille Scorsese. C'est pour ça qu'ils sont dans le film. C'est pour ça. Enfin, il y a toujours un peu cet aspect quand on fait du cinéma, et même en fait, c'est très ancien, parce que ça existait dès le début, quoi. Mais on le fait un peu en troupe, on le fait un peu en scène. Il y a des gens, on gravite autour d'un certain type de personnes qui font un peu la même chose. Des familles de cinéastes, tout à fait. Et je pense que lui ne fait pas du tout partie de la même famille que Sean Baker, parce que voilà, ils ont chacun un peu leurs influences et leurs scènes. Nous, vu de France, en fait, c'est vrai qu'on est un peu loin de ces enjeux-là, ce qui est assez logique d'ailleurs. On est un peu loin de ça parce qu'on voit en fait tous ces films américains et qu'on les imagine comme des films indépendants américains. Je pense qu'aussi il y a un sujet alors qui est un peu moins vrai sur le cinéma américain, c'est que nous, en France, on produit énormément de cinéma indépendant mondial, et notamment des films américains, c'est-à-dire des films indépendants américains qui sont produits avec de l'argent français, parce qu'il y a énormément d'argent pour ce genre de cinéma-là. Quand tu parles de All We Imagine As Light, par exemple, c'est pas un film indien, c'est un film qui est essentiellement produit en France, franco-italo-luxembourgeois, quelque chose comme ça. Il y a des coproductions européennes, et en fait, en France, on met énormément d'argent. La plupart des films obscurs togolais que vous pouvez voir d'ailleurs projetés quasiment qu'à Paris, parce que il y a tout un écosystème en fait autour de ça qui vient de la France. Donc on a un rapport avec le cinéma indépendant étranger un peu particulier, parce que en fait c'est nous qui le finançons quand même en grande partie, un peu moins pour les Américains, c'est vrai, mais disons qu'on a une telle diversité d'accès en termes de cinéma, et on a une telle on arrive à tellement voir de films différents, de pays différents, que finalement je pense que les gens en tout cas, et même l'industrie n'a pas le temps ni l'envie de s'amuser à discuter des arguties de différentes scènes entre les différents réalisateurs indés américains, quoi. Bon, ce qu'on va souhaiter peut-être au cinéma indépendant, c'est de continuer à nous apporter des nouvelles voix, des nouvelles signatures visuelles, mais effectivement peut-être de se détacher d'une certaine école de réalisation qui existe depuis maintenant une 30aine d'années et commence parfois un tout petit peu à bégayer. Le troisième et dernier film dont on parle ce soir, c'est Syntex. On écoute la bande-annonce. Si le train notre ennemi, on sera jamais rentable. Faut qu'on bricole un truc. Faut qu'on passe au-dessus de la cordillère. J'ai une idée. Donc c'est moi qui pilote. Syntex. Guillet.
Syntex, c'est donc le biopic d'Antoine de Saint-Exupéry, le papa du Petit Prince, de Vol de nuit, entre autres. Mais le film s'intéresse à l'époque où il était pilote à l'Aéropostale en Argentine. Et le film débute lorsque son meilleur ami, Henri Guillemet, lui sauve la vie avant de disparaître, je crois dès le lendemain, dans la cordillère des Andes. Et Syntex décide de se lancer à sa recherche, Romane. Complètement. Le film se déroule globalement sur une semaine. Donc, c'est pas du tout la vie de Saint-Exupéry, c'est vraiment une semaine de sa vie assez marquante tout de même. Enfin, même si on a une sorte de petit recap à la fin du film, quand même. À la fin, d'un coup, on nous défile les années de la guerre, etc. Oui, voilà. On avance dans le temps plus rapidement que sur la. Et disons, les 9/10 du film se passent en une semaine. Et ben voilà, moi je vais être un petit saumon ce soir parce que je vais défendre ce film qui a eu vraiment. J'ai lu les critiques avant de venir ici. Saumon, parce que tu remontes le. Contre-courant, voilà. Ah oui, d'accord. Et peut-être que tu remontais. Rose, je ne sais pas. Non, mais c'est une très jolie métaphore. Non, mais effectivement, parce que j'ai lu les critiques avant de venir ici qui sont catastrophiques. Et aussi parce que je sens que vraiment le film va être démonté ce soir. Donc moi j'ai tout simplement adoré le film. J'ai été complètement emportée, touchée, émue par sa poésie principalement et par son artificialité, parce que on va revenir dessus, mais c'est un film qui est profondément artificiel, qui vraiment utilise toute l'artificialité du cinéma, les moyens du cinéma, qu'on les voit à l'écran. Tu parles de la voix off, des fonds verts, par exemple, de la post-synchronisation. Tout ça, même le jeu, enfin vraiment tout est artificiel et tout pousse dans cette catégorie-là de films où on sent que c'est fabriqué. Et je trouve ça rare en fait les films qui arrivent à être à la fois artificiels, à la fois sincères et qui arrivent à toucher par ce biais-là, et donc pour moi par un peu l'essence du cinéma quand même, sans nous le camoufler, sans tricher d'une certaine manière. Voilà, je vais commencer par dire ça et puis après je défendrai le film corps et âme. Syntex, il est donc interprété par Louis Garrel. On a aussi donc Vincent Cassel dans le rôle de son ami, Diane Kruger dans le rôle de la femme de son ami, et Benoît Magimel qui fait la voix du patron de l'Aéropostale. On ne le voit jamais. Rita, ça t'a un peu beaucoup, passionnément moins convaincu, ce Syntex? C'est un nanar pour moi, honnêtement. À part Osons le terme. Et cette fois-ci, c'est pas un compliment comme pour les femmes au balcon tout à l'heure. Malheureusement, non. J'ai aimé deux choses. Iseult, qui fait un caméo où elle chante dans un bar. Petit caméo, effectivement, ouais. Et Benoît Magimel, parce qu'il en fait des turbo-caisses. On le voit jamais d'ailleurs, on voit juste une petite lumière s'allumer quand il parle, comme si c'était Dieu. Et moi, parce qu'il parle à distance. Voilà, ça c'est une bonne idée. C'est très inspecteur gadgetesque, je dirais. À part ça, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que c'est censé être un blockbuster à la française. Je sais pas quel est le budget, 15 mais je pense millions. 15 millions quand même. Je pense qu'il va se ratatiner, se cracher finalement, ce film. C'est un casting hyper connu, c'est censé être divertissant mais un peu dramatique. Mais j'ai su que c'était fini quand la première ligne du film, c'est de la voix off et c'est Louis Garrel qui dit « À l'époque, je volais parce que je te voyais voler ». Et à partir de là, tout le film va être une espèce de fausse histoire homo-érotique entre les personnages de Vincent Cassel et de Louis Garrel, avec la pauvre Diane Kruger, qui, après Kassovitz dans Vision, on lui refourgue Cassel dans Syntex. Elle n'a rien à jouer, c'est un rôle inexistant d'épouse éplorée. T'as dit justement, elle joue la femme du copain, c'est exactement ça. On sent même pas d'ailleurs qu'elle est amoureuse de lui. On sent plus que Garrel est amoureuse. Garrel, vous voyez, c'est même pas Syntex, hein, honnêtement. J'ai même pas senti le personnage de Saint-Exupéry, qui est censé être un des mecs les plus intéressants de l'histoire française. Il a un parcours de fou malade. Mais quand on le filme, en fait, on le filme comme on filme Oppenheimer. C'est-à-dire, c'est censé être une espèce de génie fou, créatif. Et Oppenheimer, c'est quand même un peu mieux. Mais c'est consternant d'ennui. Enfin, c'est vraiment, je ne comprends pas. Après un tiers du film, j'ai noté, je ne sais toujours pas qui sont les personnages. Je n'ai rien appris sur eux. Pourtant, il y en a 3. Mais c'est ça. Il y en a 3. Et alors, à un moment, je me suis endormie. Malheureusement, alors que franchement pour une séance à 18h30 c'est pas une séance où t'es censé t'endormir. Je me suis réveillée et c'était sous la neige, donc j'étais confuse et, oui, la cordillère des Andes et surtout j'étais confuse parce que tout le monde parle en espagnol sauf Louis Garrel qui répond en italien. Alors là je ne comprends pas ce qui se passe. Ah ça j'ai pas relevé. Il parle il me semble que Cassel parle un peu brésilien. Il utilise des mots un peu italiens. Oui, mais c'est parce qu'il parle pas. En fait, c'est parce qu'il parle pas bien et qu'il fait des espèces de traductions littérales. Et que donc, quand tu parles mal l'espagnol, tu mets des O à la fin de tes mots. Et non, donc mais ça peut ressembler à l'italien. Il dit père au lieu de porc. Enfin, on s'en fout de la vérité, mais c'est pas le truc. Il se confond pour moi para et porc, mais. En tout cas, il parle pas espagnol et certes son personnage est pas censé le parler, mais je vais laisser les autres, je pourrais revenir dessus, mais j'ai noté vraiment beaucoup de choses pendant ce film, c'est dire je me suis mise au fond pour prendre des notes sans gêner tellement je sais tout de suite que ça va être un problème. Il y a Laurent, on l'a vu ensemble tout à l'heure, il y a un élément que vous avez pas relevé qui est quand même l'existence de flashbacks. Voilà. De l'enfance, ouais. Voilà. Et Laurent, il y a un élément, c'est-à-dire que au bout de 10 minutes du film, tu m'as dit c'est mon top 1 parce qu'il y a un phoque.
Ouais, y a un Ah oui, ça c'est très Il y a bizarre. un phoque qui se fait. C'est véridique, ça, pour le coup, dans la vie de transporter. Saint-Exupéry, il avait un phoque comme animal de compagnie dans donc sa baignoire. Mais alors- avec Yuri, on s'est demandé, Attends, ce phoque, pardon. il l'a gardé. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Parce que dans le film, Il va falloir que je m'intéresse vraiment très près à la vie Mais de il est Saint-Exupéry. incroyable, Saint-Exupéry, c'est ça parce qui est que dommage. parce que le phoque, il disparaît de l'intrigue au bout de 10 minutes, on n'en reparle plus jamais. Oui, Et mais moi, parce que- moi, je pense qu'ils l'ont mangé. Moi, c'est ça ma théorie. Ils ont Tu sais mangé avec quoi le tu phoque. confonds avec le Cercle des Neiges, Non, mais là, il y a- un autre film là, qui il y se a- passe dans la Cordillère des Là, il y a des clairement Andes. maltraitance animale sur cette otarie d'ailleurs, je pense. Oui, je pense que c'est une otarie, pas un phoque. T'as tout à fait raison, parce qu'elle a des oreilles. parce qu'elle a- Animalerie. et qu'elle a- Qui, et pour qu'elle a vraiment l'anecdote, a mordu Louis Garrel sur le tournage. Bah, bien fait. Putain, Oh, c'est ça va génial. pas ou quoi, on En vrai, ça adore me donne Louis envie de le Garrel. mettre dans le top 1 alors que j'ai trouvé le film à chier. Mais en fait, autour de 15 millions, c'est presque du détournement de fonds quand même. Quand on voit le niveau esthétique, visuel du truc, il y a 3 acteurs, tout a été tourné dans des studios complètement à l'arrache. Tu parles de la scène, t'as aimé la scène avec Iseut. Honnêtement, j'ai trouvé ça d'un cringe extrêmement violent. On dirait un truc de. Juste j'aime Iseut. Oui, non, mais d'accord, mais on dirait un truc d'étudiant, quoi. De Elle est tourner très sur une espèce compliquée, de. cette scène, Avec du borgnole. Enfin, c'est moche à tous les niveaux. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que je m'attendais pas du tout à voir un film aussi laid. Et c'est l'impression globale du truc, c'est que visuellement, je trouve ça catastrophique. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qui t'a plu, toi, Roman. C'est-à-dire que t'as trouvé ça, cette espèce d'artificialité, etc., tu l'as trouvé intéressante. La question qui est méchante, genre. non, Toi, mais- ça a plu cette merde. Non, mais c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que toi, t'as plutôt bien aimé ce truc-là. Moi, au contraire, en fait, je sors du film déjà parce que je pense qu'à la base, déjà parce que je m'y attends pas. Parce que je m'attendais à un truc quand même peut-être un peu plus avec plus de beauté naturelle, avec plus de trucs comme ça que des passages en studio qui sont franchement laids. Je pense quand même qu'avec un budget comme ça, il y a un peu plus que du manque de thunes. Je pense qu'il y a un peu de paresse dans la volonté de retranscrire la difficulté du travail et des éléments, etc., que moi je trouve assez problématique. Je trouve aussi que tout ce côté un peu... En fait, le film a un peu un positionnement étrange, border onirique, en fait, où on est un peu dans la tête, On est manifestement. complètement dans la tête. C'est un biopic qui est extrêmement romancé et il y a quand même, Oui, mais il sauf qu'en fait, faut sauf qu'en préciser. fait, sauf qu'en fait, Parce que tu comprends, il rêve sa vie. Oui, mais Mais- sauf qu'en non, fait, mais parce sauf qu'en fait, ce truc-là n'est jamais vraiment adressé. Bah, C'est-à-dire qu'en gros, un peu pendant quand tout même, le film... il croise des personnages qui vont être les personnages de ses futurs livres. Non mais d'accord, mais là où je veux Ah ouais, en venir, alors ça. non mais ça je trouve ça extrêmement cringe, extrêmement mal fait, Moi mais c'est aussi. pas la question. Là où je veux en venir, c'est que j'aurais compris qu'on soit dans la tête de Saint-Exupéry et qu'on te montre l'univers à travers ses yeux, et donc qu'il y ait cette espèce de côté presque cartoon qu'il y a dans le film. Comme dans le livre des solutions de Gondry, en fait. Sauf qu'en fait, ce truc-là n'est jamais vraiment pris en compte. C'est-à-dire qu'on te le balance comme ça et on part du principe que tu vas l'accepter et le comprendre. Et je trouve ça un peu délicat et maladroit, en fait, à faire sur un film et sur une histoire qui est d'un réalisme beaucoup plus dur, quoi. Donc Et pour juste expliquer peut-être à nos auditeurs qui auraient pas vu le film, c'est typiquement une scène où il croise un petit berger qui a un agneau mort et en fait il lui dessine un mouton globalement. en lui disant il est dessiné et du coup il restera vivant pour toujours dans mon livre. Oui mais bon, dessine-moi un mouton. C'est bon. Roman, défends-toi, sors les crocs, attaque-les. Bah, non, mais parce qu'effectivement, je pense que c'est intéressant que moi, l'artificialité m'a plu et je pense que vraiment, pour des raisons assez. Alors, esthétiquement, ça m'a pas dérangé, donc c'est vraiment une question de goût. Mais par contre, en termes de proposition, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que c'est un biopic et on reproche quand même beaucoup de choses à bien des biopics et vraiment à tous les récents biopics. Celui-ci m'a vraiment surprise dans sa proposition et dans de ce qu'il a trouvé comme recette pour créer un biopic. C'est-à-dire que le film se fout de raconter la vie de Saint-Exupéry. Encore une fois, ouais. il a l'idée de faire vraiment une parenthèse de sa vie qui vont être quand même des moments marquants pour comprendre à la fois sa personnalité, à la fois ce qui va le toucher et du coup qui va se retranscrire ensuite dans son œuvre. Et ensuite parce que le film, pour moi, démontre qu'un bon biopic, c'est pas raconter du coup la vie de l'icône ou du personnage qu'on a envie de filmer. C'est vraiment ne pas être fidèle à sa vie, mais être fidèle à sa vision, à son regard. Et là, ce que le film arrive à faire, pour moi, c'est d'une certaine manière, c'est il arrive à propulser, à plonger son personnage dans son propre univers. Et c'est là où l'artificialité me gêne pas, c'est que Saint-Exupéry, c'est quand même un mec qui est extrêmement enfantin, extrêmement rêveur, et dans une espèce d'imagination où rien tout est brumeux. Il y a un truc qui est quand même, et quand on regarde aussi la façon dont il dessinait, etc. Pour moi, le film arrive du coup, même dans la forme et esthétiquement, à retranscrire ça. Et c'est tellement jouissif de voir un personnage déambuler dans son propre univers. Pour moi, c'est ça la beauté du biopic. C'est ça que Saint-Exupéry arrive à faire. Alors que c'est moche, mal joué et vraiment immortel. Hein. Donc, mais bon, chacun voit les trucs. Franchement, je suis sortie de la salle.
Je veux juste me permettre, Vas-y. quand même, que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur les biopics, c'est très intéressant. J'invite les gens à écouter notre focus sur les biopics. Mais justement, c'est les placements des biopics, des focus qui ressortiront indépendamment des épisodes à Noël. Yuri, tu ne t'es pas exprimé sur ce syntaxe qui t'a... Je pense que tu l'as qualifié de purge. Oui, alors en fait, merci, ça me lance. Non, ce que toi tu perçois comme de l'artificialité et une intention, moi je le perçois comme de la profonde incompétence. C'est-à-dire que vraiment il y a un truc où en fait il y a rien qui va. C'est-à-dire que pour moi c'est pas assez assumé. En fait, mais complètement. Mais comment ça ? À tout endroit, vous parlez du jeu de Louis Garrel, du jeu oui, mais tout pour le moi, monde. c'est jamais assez assumé. Oui, mais non, parce que en fait, à un moment, les dialogues, sérieux quand même, les souvent. décors, le fait de choisir d'être en studio. Pour moi, au début, le ton est pas très clair. Pour moi, tout ça est très premier degré. Et en fait, je pense que le mec sait pas gérer des effets spéciaux, il sait pas gérer des fonds verts, il sait pas gérer la lumière en studio, il sait pas gérer. En fait, parce que si c'était que ça, si c'était que les scènes d'aviation qui étaient un peu flinguées, pourquoi pas ? Mais là, c'est même les scènes en intérieur, c'est les scènes de dialogue, elles sont mal. À un moment, il fait même des montages. En fait, il a tellement pas filmé de champ contre champ qu'il coupe à l'intérieur de son plan pour aller chercher un moment le visage de Louis Garrel. Et la post-synchronisation est dégueulasse. Ils disent pas les mêmes trucs. La post-synchronisation, on peut dire ce que c'est pour nos... C'est en fait quand on enregistre après avoir tourné les dialogues parce qu'ils ne sont pas assez perceptibles sur le plateau, en gros. Oui, donc quelqu'un s'autodouble. S'autodouble. Que la prise est mauvaise ou... Voilà. Et là, globalement, il leur fait dire carrément autre chose. Et en fait, moi, il y a un tel niveau d'incompétence technique qui, en fait, voilà, si ce film était une voiture, on ne la mettra pas en vente. Il y a un truc comme ça qui moi me rend. Elle passe pas le test technique. Elle passe pas le test technique. C'est parce que ça n'est pas une voiture, c'est un avion. Moi, je suis sortie de la salle, j'étais avec mon vélo, j'avais l'impression que j'allais voler tellement j'étais emportée par le film. Mais pour moi, c'est choquant. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma, c'est quelque chose de sérieux. Il faut le faire bien. Et quand tu fais un film sur un avion qui coûte 15 patates, bordel de merde, tu peux pas faire un truc où, en fait, on dirait des fan-films d'Harry Potter tournés par des étudiants. Des trucs qui font tellement spécifique. Non mais ils font des effets spéciaux tout seuls sur After Effects et c'est parfois très impressionnant quand ils ont 15 €. Là, le mec a 15 millions d'euros et je trouve ça choquant que le film ait une telle patte d'ineptitude. Merde. Non mais c'est-à-dire claquer 15 millions d'euros pour faire ça, donnez-moi plutôt l'argent à moi. Enfin, je préfère vraiment. Voilà. Et moi, en fait, je suis très en colère contre ce film parce que je trouve mais encore une fois, je suis presque jaloux de la perception que tu en as eue parce que j'aurais adoré. Mais oui, moi j'ai envie de voir le film que moi j'aurais adoré voir la perception poétique que tu décris. Pour moi, c'est juste de l'incompétence totale et ça m'a rendu très en colère. Non mais filer 15 millions à plein de réalisateurs qui laissez les filles parler, Rita. En fait, déjà juste pour revenir sur un truc de scénario, vraiment au-delà de la blague, il y a un enjeu qui est le courrier, qui est donc le fait de ils livrent du courrier, voilà, ils doivent aller plus vite. Ils bossent à l'aéropostale à ce moment-là, et qui va faire faillite par ailleurs. Voilà, l'enjeu c'est pour ça que Benoît Magimel joue une espèce de boss méchant, c'est parce que il leur dit vous avez plus le budget, vous faites n'importe quoi, il y a plein de gens qui meurent, c'est pas. Et référence à Vol de nuit, tout ça quoi. Sûrement. Mais en tout cas, moi, tout du long, je me suis dit, en fait, je n'ai aucun l'enjeu, je m'en bats les couilles. Genre, en fait, il y a aucun moment. Tu voulais pas retrouver Vincent Cassel? Alors déjà, jamais. Qu'il reste dans sa carrière. Qu'il meurt de froid. Et en fait, du coup, vu que je comprenais pas l'enjeu, j'ai eu aussi du mal, au-delà de tous les autres problèmes du film, j'ai vraiment eu du mal à entrer en engagement, en fait, avec ce qu'il nous racontait, parce que je ne comprenais pas l'enjeu. Et je vais me permettre de conclure ma partie sur ce film avec le mot de la fin sera pour Romane. Ah oui, oui, parce que franchement, vu comment elle a aimé, je suis hyper sérieuse quand je dis voyez-le, rien que pour honorer Romane. Je vais se finir sur 2-3 citations merveilleuses. Tu ne peux pas ralentir le soleil. J'y arriverai. On va s'en sortir, comme toujours. On n'a pas vu la montée du fascisme. Qu'est-ce que je peux faire Non, la citation complète, c'est « On a vaincu la cordillère, mais nous n'avons pas vu la montée du fascisme. » Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, tout seul, contre la montée du fascisme? Moi, ça m'a ému, ce dialogue, c'est vraiment... Moi, ça m'a fait sortir de mon école. T'as ému? Mais bien sûr. C'est incroyable. Parce que ça t'a rappelé la montée du fascisme, un truc qu'on t'aimait bien, quoi. Exactement. Non, mais plus sérieusement... Tout de suite direct de le point Godwin. Je pense qu'en fait, il y a aussi un truc où moi, ça m'a pas dérangé. Je suis d'accord que pour avertir peut-être les spectateurs, moi, il m'a fallu quand même 10 minutes pour rentrer dans le film parce que c'est très théâtral, il y a un jeu qui est très spécial. Ça a fallu 2 heures. Donc... voilà, des dialogues particuliers, mais une fois que tu rentres dedans et que tu te laisses porter, que tu
peut-être que tu pars du principe, pas comme Yuri, que c'est volontaire et que ça n'est pas maladroit, et voilà. Moi, ça m'a pas gêné. D'ailleurs, si c'est une erreur, que bien lui fasse, parce que franchement, je trouve que du coup, ça marche. Mais en fait, le film ne s'intéresse pas à être réaliste, mais plutôt, ni à être crédible, il s'intéresse à la question de la croyance. D'ailleurs, c'est vraiment un thème récurrent du film chez les personnages. Sur les intentions, je suis hyper d'accord. Et c'est le fait de pas le voir traduit ou de le voir mal traduit qui, moi, m'a ulcéré. Par exemple, le fait pour moi, c'est un choix artistique de pas vouloir être crédible. Non, mais de pas vouloir être crédible dans la façon dont tu filmes, et peut-être de mal éclairer, j'en sais rien. C'est peut-être volontaire. Ça, c'est pas exactement comme ça que ça se passe visuellement. Et puis, on n'a pas dit un truc aussi, peut-être par rapport aux enjeux. C'est une énorme histoire d'amitié. C'est aussi un film d'aventure. Moi, j'avais l'impression d'avoir un peu 4 ans et de revoir Benjamin Gates, parce qu'il y a un côté où je me demande comment est-ce qu'il va faire. Pas forcément pour retrouver Vincent Cassel, parce que moi non plus, je m'en fous de retrouver Vincent Cassel. Je te rassure, nous, on a eu l'impression que le réalisateur avait 4 ans, tu vois, c'est pas le même. Mais c'est peut-être ça qui fonctionne. En tout cas, il y a un truc où c'est un peu un côté maverick, parce qu'au moment où je me demande comment il va faire pour dépasser les 4000 mètres d'altitude, ça marche sur moi, c'est des enjeux qui sont concrets et qui sont hyper là. Et ensuite, pour les personnes qui aiment Saint-Exupéry, qui aiment son œuvre, de l'entendre dire, et du coup, Louis Garrel, en l'occurrence, dire « j'ai une idée » à peu près 4 fois dans le film, je trouve que ça peut être 12 que génial, parce que tu sais à la fois que ça va être dangereux et réjouissant, parce que c'est Saint-Exupéry, et rien que ça, moi, je sais pas, je trouve que ça m'a ému, quoi. Moi, j'ai pas vu le film, donc je sais pas dans quel camp je me situe. Je voulais juste préciser que si vous voulez voir un bon film avec Louis Garrel en aviateur, il y a L'Envol de Pietro Marcello, que moi j'avais beaucoup aimé, qui est une comédie musicale, film d'aventure. C'est peut-être, je sais pas, Roman, je veux pas te blesser en disant ça, peut-être mieux que celui-là. C'est bien, parce que juste après, on va parler des recommandations de la perche. Donc, voilà déjà une première. Écoutez, on vous déconseille plutôt ce Syntex, ou alors il faut aller le voir avec les yeux de Roman. Peut-être qu'on peut te les emprunter, te les louer, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut y aller avec toi? Voilà. Grave, moi, tu me tiens la main et on le revoit, et je vois la même chose. J'adorerais. Je viens de vous le dire, c'est l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et la première recommandation de la perche, c'est toi, justement, Alban. Tu nous recommandes une série sur Arte. Ouais, une série sur Arte, une série espagnole qui est sortie en Espagne en 2023 et qui est disponible depuis le mois de novembre sur Arte, qui s'appelle La Messia, donc Le Messie en français, qui est une série réalisée par Javier Ambrosi et Javier Calvo, que je ne connais absolument pas, qui se réclament comme étant les dignes héritiers de Pedro Almodóvar. D'ailleurs, on retrouve des actrices phares dans la série, à savoir Lola Duanes et Cecilia Roth, de Tout sur ma mère. C'est une série, moi, que j'ai trouvée absolument fascinante. J'ai vu 2 épisodes et demi, 3 épisodes, ce qui fait quand même à peu près 3h30. Donc, il y a quand même des épisodes qui durent entre 1h10 et 1h30. C'est assez intense. Et ça raconte l'histoire, en gros, de le point de départ, c'est une vidéo, un clip complètement what the fuck, on dirait que c'est tourné par Jodorowsky, d'une chanson R&B, enfin on sait pas trop si c'est R&B, à la gloire de Jésus, bref. Et c'est un gars qui regarde ça en se pissant dessus parce que ça fait référence à potentiellement les sœurs qu'il a eues dans une autre vie quand il était dans une secte et que sa mère était devenue complètement fanatique, et que finalement ils vont essayer de retrouver cette personne-là. Il va retrouver sa mère avec sa sœur qui l'a fait vivre un enfer total quand ils étaient jeunes. Et donc la série est sur plusieurs temporalités, à la fois maintenant quand ils sont adultes et à la fois quand ils sont enfants. Et je trouve cette série mais complètement fascinante, quoi. Je trouve que les acteurs les personnages sont géniaux. Le personnage de la mère qui est à la fois terrifiante, à la fois t'as envie qu'elle meure dans la séquence d'après, et après t'as envie de lui faire un câlin parce qu'elle est mignonne avec ses enfants. Enfin, je sais pas, c'est moi ça me passionne. Il y a des aliens, enfin, je comprends rien à cette série, je trouve ça fascinant. Et non, mais effectivement, et tu m'as donné très envie de la rattraper avant de faire nos top flops de l'année, puisqu'on va aussi faire un top série. Laurent, toi, tu voulais nous conseiller la ressortie de La Cité de Dieu. C'est une recommandation les plus simples qu'on puisse imaginer. La Cité de Dieu, le film, cultissime brésilien de 2002 de Fernando Meirelles et de Katia Lund. Je savais pas qu'ils étaient 2, tiens, dessus. Mais Alors, en fait, c'est quand même surtout lui, et pour des histoires de droit, elle est attachée au film, elle a surtout fait de la production plutôt que de la réalisation. Ok, bon, non, mais c'est pour ça. Qui raconte en fait l'histoire de gangs dans des favelas dans les années 60-70 autour d'un personnage, du personnage de Fusée, un type qui s'appelle, son surnom c'est Fusée, et qui va devenir photographe. C'est un film que j'ai pas vu depuis longtemps, j'avoue, je l'ai pas revu, j'ai mal fait mon travail. Mais c'est une ressortie, ça ressort au cinéma, et c'est c'est l'histoire de Fusée, mais aussi l'histoire d'un de ses amis qui va devenir un boss de gang en fait. Oui. Et qui c'est autour en fait de ces 2 personnages là et de leur destin un peu différent.
c'est en fait à l'époque, moi je l'avais vu à l'époque, j'ai trouvé ça assez incroyable parce que je pense que c'est le premier film un peu non-américain qui osait faire ce genre de cinéma un peu d'action, de mafia, de trucs dans une réalité finalement assez exotique en fait pour nous qu'on connaissait assez mal, enfin sur les favelas dont on parle nettement plus aujourd'hui parce que le film a quand même plus de 20 ans et c'est un chef-d'œuvre, donc je conseille tout le monde d'aller le voir au cinéma parce qu'il y a une ressortie au cinéma. Si il ressort pas près de chez vous, vous pouvez toujours le regarder sur HBO Max parce qu'il est disponible sur HBO Max parce que HBO Max a fait une suite en série avec les personnages, avec les acteurs du film, que je n'ai pas vu, mais qui m'intrigue quand même pas mal. Donc peut-être qu'un jour on en parlera. Toujours est-il que La Cité de Dieu, oui, c'est un des meilleurs films brésiliens. C'est un vrai chef-d'œuvre qu'il faut rattraper de toute urgence. Et donc La Messia est disponible sur Arte et La Cité de Dieu en salle et sur HBO Max. Et pour terminer cette émission, c'est l'heure de la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et Valentin, pour ta première carte blanche, disons, à ce micro, tu voulais nous parler d'un cinéaste soviétique, un des plus connus qui soit, Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, de son prénom. Alors, c'est un mec un peu austère qui est né dans le ravissant village de Zravadje dans l'oblast de Kostroma. Tu me corrigeras, Yuri, sur l'accent. C'est à l'est. Je suis même pas sûr que ça existe. Je pense que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est à l'est de Moscou, en tout cas. Il va grandir dans les années 30 dans un cadre relativement privilégié qui lui permet à la fois d'être mauvais élève et d'apprendre l'arabe sur un coup de tête pour ensuite aller étudier la géologie dans la taïga. Et c'est arrivé dans la forêt en stage d'observation qu'il se décide à faire du cinéma. Bon, voilà, on a les révélations qu'on mérite. Il atterrit au VGIK, qui est donc le centre d'études filmiques le plus coté de l'URSS de l'époque, à Moscou. C'est en gros l'institut d'État. Pour donner un ordre d'idée des doctrines en cours, Tarkovsky fréquente un professeur nommé Mikhail Rom, qui est aussi cinéaste et qui est très remarqué pour 2 de ses biopics dédiés à Lénine dans les années 40. Ce qu'il faut noter néanmoins, et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur le contexte de naissance de l'auteur Tarkovsky, c'est que dès 1953, en fait, le cinéma soviétique rentre avec Khrouchtchev dans une ère dite de dégel. Autrement dit, et j'y vais à très gros traits, la censure et les diktats des thèmes cinématographiques se relâchent un peu. On étudie des films occidentaux. Tarkovsky voit donc et apprécie des cinéastes occidentaux. Il y a des influences très fortes. Bresson, Rossellini par exemple, qui sont plus ou moins revendiqués et qui crèvent un peu l'écran dans L'Enfance d'Ivan, qui est son premier film. Il y débarque au débeauté en sortie d'école pour remplacer un type qui venait de se faire virer à grands coups de pied. Je m'attarde un peu sur le contexte biographique et politique parce que ça détermine un peu la carrière de Tarkovsky, parce que L'Enfance d'Ivan, c'est une structure linéaire très lisible. Or, Tarkovsky va le renier rapidement, mais il a gagné au passage le Lion d'Or à Venise, il n'a que 30 ans. Et surtout, il s'embrouille avec les autorités soviétiques qui n'aiment pas trop le discours antimilitariste porté par le film. On parle d'un enfant livré à lui-même au milieu d'une guerre. Tarkovsky devient donc un cinéaste de festival que Cannes va montrer à chaque sortie ou presque, et un cinéaste au chômage puisque 7 films seulement sur une carrière de 24 années, dont les 2 derniers, Nostalgia et Le Sacrifice, qui sont tournés en exil, en Italie et en Suède. Il a un peu toujours truandé en fait pour produire en Russie, dans les interstices vraiment permis par la censure qui pèse encore un peu. Et je m'attarde aussi, il faut le dire, sur les questions biographiques parce que je suis beaucoup moins à l'aise à l'idée d'évoquer ce qui me touche personnellement chez Tarkovsky. C'est une carte blanche que j'ai écrit un peu sans y penser presque, sans chercher à en préciser l'angle, parce que c'est plutôt un dévoilement. Je pense sincèrement que découvrir Tarkovsky à 15 ans comme je l'ai fait, et c'est très tôt, j'étais très bête, a beaucoup façonné ma manière de voir et de ressentir des films. Et pourtant, j'ai pas grand-chose en commun, autant le dire, avec un orthodoxe puritain du fin fond de la Russie, au milieu des années 60. Il y a des choses chez lui qui me touchent néanmoins. D'abord, un paradoxe très violent. Tarkovsky, c'est un cinéaste contemplatif et pourtant, c'est un des auteurs que je considère comme le plus habile dans ses déplacements de caméra. Il n'y a pas de grandes enflammades à base de caméra embarquée, de dolly scotchée à 10 mètres de haut, mais chaque mouvement de caméra est absolument déchirant. Le premier plan de Stalker, par exemple, qui est un film de science-fiction, est absolument sublime. Il survole la chambre à coucher d'un couple pauvre. On y voit leur intimité, leur enfant, leur sommeil lourd, dérangé par le bruit du train qui secoue la maison. Il y a des travelling aussi qui dévoilent des paysages inattendus, comme dans Le Miroir, où on suit un enfant qui s'enfuit par la fenêtre du salon et qui tombe en sortant sur un immense incendie qui traverse la nuit.
Tarkovsky a le goût de la révélation visuelle, de la vision qui vous prend. Pas besoin qu'elles aient un sens évident. Ce qui compte, c'est la puissance poétique, la puissance symbolique. Et je déteste un peu ce que je raconte, je dois vous avouer, parce que c'est très caricatural. J'ai peur que vous preniez peur. Mais je vous assure qu'on peut être très déstabilisé, voire complètement déchiré par les paysages de ces films qui sont souvent mélancoliques, souvent décharnés. D'autant que ces paysages sont aussi des espaces mentaux qui représentent plutôt souvent ce que ressentent les personnages, de l'angoisse, de la nostalgie, de l'avidité et parfois, rarement, mais ça arrive, de la joie. On est souvent mis en tant que spectateur face à son incompréhension. Moi, le premier, les scénarios du Miroir ou du Sacrifice sont inexistants. Ceux de Stalker ou de Solaris sont très pauvres. Ce sont d'ailleurs ces deux-là, deux films de science-fiction, je l'ai dit, qui sont souvent comparés à 2001 et qui ont dû décevoir beaucoup de spectateurs qui voulaient y trouver une sorte de réplication de Kubrick en terre soviétique. Tarkovsky adore et préfère le motif de l'exploration. C'est pour ça qu'il a versé dans le fantastique parfois, mais c'est plutôt une exploration intérieure, une aventure vers soi. Et là encore, on retrouve l'orthodoxe. C'est évidemment très très clair dans Andrei Roublev, qui est le dernier de ces films que j'ai pas cité. Un autre de ces films où il va faire le portrait d'un peintre d'icône religieuse au Moyen-Âge, qui va se questionner sur sa foi et qui va finir par la retrouver. C'est un point important. Mais tous les personnages, ou presque, sont en revanche sont sûrs de quelque chose. Ils font un pari à un moment, de s'aventurer quelque part sans savoir la plupart du temps ce qu'ils vont trouver. C'est un cinéma que je trouve habité, radical, solitaire aussi, d'une multitude de cheminements qui me touchent parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu universel à l'aveuglement de ces personnages qui avancent et à cette volonté malgré tout d'avancer. Tarkovsky a été élevé par sa grand-mère, a longtemps cheminé seul dans la vie, il chérit le passé, il se lamente de sa Russie, de celle qu'elle ne sera jamais, il se désole de ce qui au fond nous accable tous. Il le fait en inventant une forme de cinéma que jamais un 15 ans je n'avais croisée. Elle a à jamais changé les exigences que je formule aux films que je vois, de porter en eux des messages, des inventions, de l'audace et un morceau de vérité si fragile soit-elle. Andrei Tarkovsky est mort prématurément en 86, il avait 54 ans, il a érigé contre un monde qui lui semblait incompréhensible 7 barrages contre l'océan, 7 films que je trouve d'une beauté insolente et fugace. Je vais lui laisser le dernier mot parce qu'il a l'élégance de laisser à sa mort un essai qui s'appelle Le Temps scellé et qui reprend beaucoup de ses thèmes et de ses intentions. C'est l'un des tout meilleurs livres de cinéma que j'ai eu l'occasion d'ouvrir. Il y écrit ceci: l'être humain a-t-il un espoir de survie malgré les symptômes évidents de silence apocalyptique qui font sur lui? On peut trouver une réponse à cette question dans l'antique légende de la patience de l'arbre sec, celle-là même que j'ai prise comme axe de mon film. Le plus important à mes yeux de toute ma carrière, un moine pas après pas, saut après saut, avait arrosé un arbre pour dessécher sur le sommet d'une colline sans jamais douter de la nécessité de ce qu'il accomplissait, ni perdre un seul instant confiance en la vertu miraculeuse de sa foi. Et c'est pourquoi il a connu le miracle. Un beau matin, les branches s'étaient couvertes de feuilles, l'arbre avait retrouvé la vie. Mais est-ce cela un miracle? Non, c'est la vérité. Et la seule vérité pour Andrei Tarkovsky, elle se trouve dans les salles de cinéma. Merci beaucoup Valentin, ne prenez pas peur, découvrez le cinéma de Tarkovsky. C'est la fin de La Perche dans le cadre, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vais reprendre les mots de Yuri, n'hésitez pas à évidemment vous abonner et surtout commenter, nous faire part de vos retours sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube. On remercie David d'avoir filmé l'émission et on vous dit à la semaine prochaine.